Je m'appelle Cédric Doumbé, je suis le plus grand combattant de tous les temps et je suis sur Légende. Allez, merci. Zéro faute dans le prénom. Non. Ça va ou quoi? Bienvenue. Ça va très bien et toi? Ouais, ça fait plaisir de t'avoir. Toi, t'es combattant, t'es passé combattant de MMA, t'es en kickboxing, 11 fois champion du monde. Et toi, t'as pas peur, hein, je te vois sur les plateaux, tu balances des punchlines, mec. Je connaissais pas le personnage il y a quelques mois encore. Je te vois arriver, t'as pas peur. Alors, ça a toujours été un peu mon tempérament, le mec qui dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Tu vois, j'essaye d'être juste nature peinture. Après, ça plaît pas à tout le monde, forcément, mais j'espère juste de pas faire une Malcolm X, c'est comme tirer dessus un jour. Ouais, parce que parfois Enfin, pas tu dis des trucs méchants sur certaines personnes et tout, mais tu dis ce que tu penses, parfois même si c'est un peu dur et tout à l'antenne. Et je me suis demandé, tu vois, après, quand tu parles d'autres combattants, ou trucs comme ça, est-ce que parfois il y a des mecs qui viennent te le dire? De ces gens-là? Ouais. De ces personnes. Alors, on est combattant, on est exposé, il y a une certaine notoriété, donc je pense que les mecs vont pas prendre le risque de m'écrire. Mais par contre, j'ai déjà vu des tweets qui étaient vraiment adressés à moi, ou alors l'entourage de ces personnes-là, qui essayent de m'atteindre ou qui m'écrivent, etc. Et c'est pas facile au quotidien. Mais là, tu sais qu'en ce moment, je pense même très sérieusement à prendre une sécu. Genre, non, c'est vrai? Non, c'est vrai, ça. Parce que j'ai déjà eu des soucis comme ça une fois. Une fois, j'étais allé dans une ville et pour moi, c'était du trash talk, tu vois, il n'y a pas vraiment de problème. Et puis j'ai eu un attroupement et ça a failli partir. Heureusement qu'il y avait une personne qui était là pour me défendre. C'était une personne qui était très connue dans cette ville-là, dans le quartier. Ouais. Et du coup, on m'a pas touché, mais j'étais seul. Ah, c'est vrai? J'étais seul avec les loups. et c'était une surprise, parce que pour moi, je me disais, mais non, il y a quoi? Bah si, il y a. Tu te rappelles pas? Ah oui, mais on rigole, trash talk. Ah non, il n'y a pas de trash talk ici. Ah ouais? Ah ouais, on n'est pas au State. Et du coup, j'ai compris qu'on n'était pas au State. Et maintenant, c'est très très chaud. Bah, c'est souvent, pourtant, la plupart des haters, ça on en parle souvent ici, ça se limite à Twitter. Ou dans les commentaires, tu vois, parfois, je sais pas si tu lis, on en parlera après, mais parfois on voit des messages méchants, mais quand dans la rue, tu croises que des mecs qui t'aiment bien. Ah, j'ai jamais croisé un mec qui me dit ce qu'il a écrit sur Twitter. Pourtant, oui, c'est il y a ça. beaucoup de trucs bizarres sur Twitter. Par contre, en fait, ceux qui vont être hostiles dans la vraie vie, ce sont ceux qui aiment en fait la personne avec qui j'ai fait du trash talk. Ce sont vraiment les proches. Ah oui, oui, c'est ça. Et souvent les mecs de quartier, parce que c'est pas encore dans les quartiers le trash talk, tu vois. Et du coup, t'as pu t'en sortir tranquille de ce moment-là grâce au gars du quartier. Grâce à Tonton Pierre. Très exactement. Il est très célèbre en plus, Tonton Pierre. C'est dans quelle ville? C'est à Meaux. C'est à Meaux, ok. Dans 77. Et Tonton Pierre, c'est quoi? C'est un gars du quartier qui... Ah, c'est un tonton du quartier, un tonton congolais qui est un ancien, quoi, tu vois. Et s'il dit, vous le laissez... Ah, il s'est mis devant moi. Il s'est mis devant moi et ça se bousculait de partout. Moi, j'étais là. Et moi, je dis, non, tonton, laisse-moi. Il me dit, non, bon, ok, je te suis. Et finalement, on est sorti de l'enceinte du gala. Et depuis ce jour-là, j'aime les Congolais, tu vois. Tonton Pierre. Toi, t'es né au Cameroun, c'est ça? C'est ça, je suis né à Douala. Et t'es venu à l'âge de 9 ans en France? En France, je suis arrivé à 9 ans. Putain, et pourquoi vous décidez de venir en France? Comment ça se passe? Tu te rappelles? J'arrive à 9 ans à Paris, en plein hiver. Tu imagines le choc, hein. Ah ouais. Cameroun, Paris, hiver. C'est triste l'hiver. Ah non, c'est très triste. En plus, c'est là où j'ai connu les cagoules. Tu sais, je suis arrivé en quelle année? En 2000? Ouais, 2000. Ah, les cagoules de l'époque, là? Les cagoules comme ça, waouh, laisse tomber. J'ai encore une photo dans mon téléphone où je pleurais. J'étais comme ça, ma mère me forçait à prendre une photo devant la Tour Eiffel et moi je pleurais, j'étais comme ça parce qu'elle m'a mis la cagoule. On est arrivé tout simplement parce que, tu connais, hein, l'époque... quand les familles qui vivent en Afrique et qui sont pas dans des conditions de vie vraiment au top, les parents font le maximum pour essayer d'aller en Europe, tu vois. C'est un peu... te donner une meilleure vie. C'est ça, c'est le rêve américain-européen, tu vois. C'est exact, c'est le rêve européen. C'est ça. Ah, c'est vrai, ça. On essaye d'aller en Europe pour essayer d'avoir une meilleure vie, des conditions pour ses enfants, et c'est exactement ça. Moi, mon père, il est décédé la veille ou le jour de ma naissance, je crois que c'est la veille. En fait, c'est son décès qui a déclenché, je pense, mon accouchement, et un accident de voiture. Ah là là. Et du coup, ma mère, elle nous a élevés seuls, ma sœur et moi, et elle s'occupait aussi de ma grand-mère. Du coup, on est arrivé à... C'est d'abord ma sœur et moi qui sommes arrivés en France, à Paris. Ensuite, un an après, ma grand-mère qui nous a rejoints, et moi, j'ai été entouré de femmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un gentleman. Ouais, tu fais hyper attention aux violences faites aux femmes et tout, je crois. On va en parler après, c'est intéressant. Mais c'est important, tu vois, de comprendre le personnage, parce que quand on voit des interviews de 3 minutes, t'as pas le temps de savoir pourquoi le gars dit ça, ou comment ça se fait, que, tu vois, il a telle velléité sur tel truc et tout, c'est trop court. C'est pour ça que c'est intéressant de refaire aussi la vie, quoi. Et attends, et t'avais un autre rêve qui avait rien à voir avec la boxe quand t'étais gamin, c'est ça?
Tu voulais faire complètement autre chose. Ouais, je voulais être comédien, acteur. En fait, je savais pas trop à l'époque, parce que ce que j'aimais, c'était jouer la comédie, interpréter un personnage et surtout faire rire. Donc c'était entre acteur, comédien, humoriste. Et à chaque fois qu'on me distribuait ces petites feuilles là où on me disait voilà qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, etc. À chaque fois je savais pas quoi mettre, tu vois, je mettais comédien à chaque fois. À chaque fois je mettais comédien parce que c'est vraiment ce que je voulais. Ouais, faire. tu voulais. Est-ce que c'est parce que tu sais, il y a plein de gens du métier que je reçois, ils ont quand même un dénominateur commun, c'est qu'ils ont un peu besoin d'amour, parce que jeunes, ils avaient envie d'affection encore plus que ce qu'ils ont eu, et souvent on veut faire ce métier pour ça. Mais tu sais que je me posais vraiment la question, j'en parlais encore la dernière fois, je disais que parfois ça m'arrive de faire des introspections, je me dis mais peut-être que le fait de vouloir prouver, je me suis dirigé vers un sport individuel, c'est peut-être parce que j'ai besoin d'attention, peut-être d'amour, de reconnaissance. Voilà, plus précisément. Ouais, c'est plus ça. C'est pour ça, tu vois, de prouver que je suis le meilleur. Et c'est peut-être ça aussi mon slogan, je suis le meilleur. C'est bon, on sait. Je suis le meilleur. C'est une théorie, hein. Franchement, c'est... Non, mais il y a souvent un peu de ça quand même dans pas mal de gens. Et à quel moment tu découvres c'est le full contact que tu découvres au pro? Full contact, c'est ça, 16 ans 16 ans, c'est mon cousin, John. Il me dit, gros, il y a une salle en face de la maison, on était voisins, mon cousin et moi. Il me dit, viens, tu vas kiffer, etc. Et moi, je faisais un peu de foot, tu vois, mais j'étais pas très bon au foot, tu vois, j'étais très rapide. Mais après, quand il fallait tirer dans les cages, là, c'était compliqué. Déjà, tu me fais pas l'excuse des croisés, parce que ça, 90% des mecs, ils me disent les croisés, tu connais? Non, c'était pas les croisés, c'était mes frappes qui étaient croisées. et du coup, il m'a dit, ouais, viens, un jour, on y va. Et du coup, j'arrive avec mon maillot du PSG, le maillot marron, là, à l'ancienne. J'arrive, je fais mon premier cours et je kiffe. Et tu faisais en cachette au début? Et je faisais en cachette. Pourquoi tu faisais en cachette? Parce qu'un jour, j'arrive, je dis, maman, viens, s'il te plaît, je te parle. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, non, viens, je te parle et tout. Elle faisait à manger, tac, et ça la saoulait. Je dis, viens, dans le salon, viens, je te parle. Déjà, elle se disait, ça sent la patate, cet enfant, il m'a jamais parlé. Et elle s'assoit, et je lui dis, maman, bon, je te le fais avec l'accent. Il dit non, maman, parce que il y a une salle de boxe devant la maison. Elle dit non, boxe, non, poum, elle se lève. J'avais les larmes aux yeux. Je sais pas comment. Ouais, c'était hyper important pour toi de le dire. Ah ouais, c'est un peu ton coming out de sport. Je l'ai préparé pendant 3 jours, mon speech, pour lui expliquer que je voulais faire de la boxe, pour qu'elle paye les... Et j'arrive, et juste elle entend boxe, elle se lève. Et là, je me dis, attends, pour la faire réasseoir, impossible. Et là, j'avais les larmes aux yeux. Parce qu'elle devait te payer, enfin, elle devait payer. Bah oui, il fallait qu'elle paye, parce qu'ils m'ont dit, bon, d'un moment, maintenant, il faut payer. Et j'avais les larmes aux yeux. Je me dis, mais attends, mais. Et là, je me lève, et elle me dit, non. Elle voulait rien savoir. Et là, j'allais en cachette. Et moi, et ce qu'il y a de bien et de mauvais chez moi, c'est que je suis très têtu. C'est-à-dire, c'est ce qui a fait ma force aussi dans ma carrière, on en parlera. Mais quand je veux un truc, tu peux pas me l'enlever de la tête. Après, je suis quand même intelligent, c'est-à-dire je sais écouter. C'est-à-dire je vais t'écouter, mais si je suis déterminé, je vais faire ce que je veux. Oui, tu vas quand même y aller. Voilà. T'écoutes, mais tu vas quand même. J'écoute, mais je vais quand même. Et comment t'as trouvé l'argent pour payer la boxe, du coup? À l'époque, merci Ségolène Royal, j'étais en Poitou-Charentes, et il y avait ce qu'elle avait mis en place. Je suis pas politicien, attention. Non, t'es pas politisé. Non, je suis pas politisé. Ouais. Elle avait mis en place les tickets sport. C'est-à-dire que la région offrait des tickets aux jeunes de, je crois, c'est 25 ou 45 euros, voilà, pour faire du sport, pour payer leur activité sportive. Et moi, ça sert, quoi. Tu vois, ça sert. Ça a servi. Ça servi à mentir à ma mère, donc merci. Et du coup, j'avais payé. Tu les as demandés toi-même sans passer par ta mère? Ouais, c'est ça. Il fallait juste signer quelques papiers, voilà. Et du coup, je les ai eus. Et j'ai payé comme ça mes premières licences. Putain, pas mal. C'est marrant. Bah, dédicace Ségolène Royal. Voilà. Non, mais quand il y a des trucs bien faits par les politiques, faut le dire. Faut le dire aussi, parce que sinon, après, c'est plus... Et à 18 ans, tu deviens champion de France amateur, c'est ça? Donc ça va en 2 ans, en fait. Ça va vite. Hein. Bref, j'ai pas combattu en junior. Tu vois, je suis passé directement en senior. Donc, j'ai combattu directement en senior à 18 ans. Et t'es devenu c'est champion de France amateur. Champion de France, ouais. Et là, ta mère, elle apprend que t'es champion de France ou elle le sait toujours pas? Elle le sait, elle l'apprend. En fait, elle l'apprend quand même. Comment elle a réussi à accepter, en fait? C'est-à-dire que nous, on vivait à Angoulême. Tu vois, on avait déménagé à Angoulême, ma sœur et moi, et ma grand-mère. Et du coup, elle travaillait toujours à Paris. Et du coup, elle venait par tous les week-ends, ou alors un week-end sur 2. Donc, du coup, on l'avait beaucoup au téléphone, mais on la voyait pas beaucoup. Du coup, elle m'appelait tous les soirs. Elle me disait, t'étais où? Je dis, non, là, j'étais au foot. Et tu vois, on a fait ça. Et un jour sur 2, t'étais où? Je dis, non, j'étais à la boxe. Et parfois, elle me grondait. Je t'ai dit, je dis, non, j'étais allé regarder après le truc et tout.
Et du coup, en fait, je l'ai conditionné comme ça. Oui, t'essayes de l'habitude petit à petit. Voilà, foot, boxe. Par intermittence, machin. Et parfois, je l'avais à l'usure. C'était minuit, alors ça va, t'étais où? J'étais à la boxe. Je t'ai dit, pas à la boxe. Boum, boum, tac. Tu sais, c'était travailler au corps, en fait. Moi, j'étais foot. Après, je peux comprendre qu'une mère, et même un père, t'as des enfants? Non, pas encore. Je peux comprendre, tu vois, j'ai un petit garçon, j'ai pas envie, en vrai, qu'il se fasse taper dessus, même pour la boxe, tu vois. En fait, quand t'es parent, en fait, t'as envie de le protéger au max, tu vois. Je peux comprendre le truc. Ouais, je comprends aussi. Parce que surtout quand t'entends boxe, toi, tu penses direct nez cassé, tu sais, les arcades comme ça. Ouais, t'as pas envie de voir ton fils arriver, tu vois. Et puis c'est violent, tu vois. C'est d'être difficile pour une mère de venir voir, je trouve, son fils. Je trouve ça super chaud, ce sport. Le MMA, tous les sports de combat, je trouve ça dur pour un... Je pense que les sports de combat sans percussion, tu sais, tu vas voir ton fils faire de la lutte ou... Oui, exactement. Du judo, ça va, tu vois. Ça va, exactement. Mais oui, c'est la boxe, MMA, quand ça commence à mettre des coups. C'est quand ça tape un peu ça. Et donc, tu deviens parmi les meilleurs mondiaux et t'arrêtes le full contact. C'est important dans ta vie. Comment ça se fait que tu décides d'arrêter alors que tu deviens vraiment très bon? En fait, il y a un engouement dans le kickboxing, tu vois. Il y a cette grosse organisation, la Ligue des champions du kickboxing, le Glory, tu vois, qui est racheté. À la base, c'était le K1 à l'époque. On connaît des grands, Jérôme Le Banner, Bader Hari, Semi Shield, à l'époque, tu vois, le K1, légende, qui est racheté par Pierre Endurant, milliardaire français, et qui monte le Glory, tu vois. Et là, gros engouement derrière le Glory, le nouveau K1, etc., qui devient la Ligue des champions. Et là, le full contact, ça commence à mourir. C'est une ancienne discipline, le full contact, hein. C'est très vieux. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. C'est Jean-Claude Van Damme, non? C'est ça, exactement, c'est ça. Et du coup... c'est vachement les jambes, en fait. C'est ça, c'est que les jambes. Que les jambes. Les jambes et les poings, mais les jambes au-dessus de la ceinture. Oui, c'est ça, voilà. Ça tape très haut, quoi. La tenue, pareil, elle est très à l'ancienne, pantalon, chaussons de full contact. Et là, le kickboxing, c'est short, coup de tibia, c'est box tight, tu vois, un peu. Et cet esprit-là, et en gros, ça commence à être plus notoire. Et là, forcément, tu te diriges vers... par le truc qui brille plus, à la mode, et voilà. Et finalement, c'est cet esprit de compétition aussi. Comment ça, moi, je peux pas être le meilleur en kickboxing? Bah, si. Et finalement, je fais la transition tranquillement. Et c'est quoi la différence kickboxing pour ceux qui sont pas trop sport de combat? La différence en kickboxing, déjà, il y a une différence très importante, c'est la tenue. En kickboxing, t'as la classe. En full contact, c'est très compliqué. Pour ceux qui vont regarder sur Internet, ils vont comprendre quoi je parle. D'accord. Full contact en pantalon. Allez voir tenue full contact et tenue kickboxing, vous allez voir la diff. Full contact, t'es en pantalon et t'as des chaussons. Ça fait vraiment, tu vois, et surtout si tu tapes Rick Rufus, pantalon, culotte américaine, enfin, c'est compliqué. Kickboxing, short, tu vois, tibia. Ça fait plus contemporain. Ça fait plus guerrier, tu vois. En fait, ça fait plus guerrier, ça fait plus actuel et tout. Et la vraie différence, c'est que voilà, full contact, t'as des coups de poing. Dans les deux disciplines, t'as des coups de poing, tu vois. T'as des coups de pied. Par contre, en kickboxing, tu peux mettre des coups de pied dans les jambes. Ah oui, tu peux taper bas. En full contact, tu tapes que au-dessus de la ceinture. Tu vois, c'est très restreint. Et puis le rythme, full contact c'est 2 minutes, kickboxing ça fait des 3 minutes, des rounds de 3 minutes. Ok, c'est très très long, ça fait 3 minutes, on se rend pas compte, mais se taper dessus pendant 3 minutes, t'es crevé. Tu deviens très vite bon pareil ou t'as une étape un peu moyenne parce que tu changes de sport, tu vois? En fait à la base, ma qualité, mes 2 qualités premières sont le punch, donc quand je touche ça tombe. Du coup, c'est pour ça que j'ai vu que tu avais pris une certaine distance. Et deuxièmement, mon coup d'œil. C'est-à-dire, je fais des esquives, j'arrive à mettre des coups dans des positions imaginaires, tu vois. Du coup, j'ai gardé ces qualités-là. C'est-à-dire que quand j'ai fait la transition, quand je mettais un coup, boum, ça tombait, je mettais beaucoup de KO. Donc, si tu veux, j'ai pas eu vraiment de difficulté à m'adapter. L'adaptation au niveau du kickboxing, réellement, mon style, il a changé après 1 an, 2 ans, etc. Mais mes qualités premières, c'est-à-dire, je suis passé de full contact au kickboxing, je touchais, boum, ça tombait, tu vois. Tu vois, j'ai pas eu besoin. Tu sens que t'as de la force plus que la moyenne? Ouais, je le sens. De base? Ouais. C'est vrai? Ouais, je le sens. Et donc, pour l'instant, t'en es à 0 défaite, là, c'est ça? T'as 4 victoires en MMA, on va parler après, mais donc, t'es sur une lancée. Ça doit faire flipper, ça, quand t'es sportif, d'avoir peur, parce que tu dois être compétiteur de ouf, non? Intérieurement? Grave. Je suis Camerounais, déjà, là-bas, donc... Si vous connaissez des Roger Mila, des Samuel Eto'o, des Yannick Noah, tout ça, c'est la famille. Ça lâche pas? On a l'esprit de compétition, c'est vrai? On est très vantard aussi, tu vois, on est très fiers. Donc ça joue. Ouais. Mais après, le problème d'être vantard et tout dans ton sport, c'est qu'après, il y en a qui attendent de te voir tomber pour te dire alors. Tous. C'est ça. En fait, il y a 50-50. Tu vois, il y a ceux qui n'aiment pas, qui attendent de me voir tomber. Il y a ceux qui m'aiment et qui veulent surtout pas que je tombe. Ouais, c'est ça, pour que tu continues de monter. Mais les deux, l'avantage, tu vois, la magie, c'est que les deux payent.
Et ils arrivent et ils payent pour venir voir, tu vois. C'est ça qui est magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Et les deux commentent, et les deux cliquent, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et donc ça khallas, comme je dis. Les deux mettent des commentaires, C'est ça, bons ou mauvais, mais ils ça. mettent des commentaires. Et tu t'es séparé d'un de tes coachs. Alors ça, c'est souvent avec les sportifs de haut niveau, on le voit, etc. Et toi, tu racontes que tu avais un coach qui t'a un peu escroqué ou qui était pas tu tombes sur des coachs pas très honnêtes. Alors pour le coup, moi je suis honnête, il m'a pas escroqué. Il m'a pas escroqué, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, on s'est embrouillé. On s'est embrouillé sur c'est un problème de comportement, c'est un problème humain, en fait. On s'est embrouillé sur un truc où il m'a pas respecté et il m'avait un peu pris pour un larbin ou quelque chose, comme si je lui appartenais. Et moi, je suis très fier. Tu peux pas me montrer que, tu vois, me faire sentir que je t'appartiens, je suis pas un esclave. C'est terminé, ça. Et du coup, on s'est pris la tête sur ça et finalement, on s'est séparés naturellement, tu vois. Chacun a pris sa route. Sauf que lui, il essayait de me mettre des bâtons dans les roues. Après, ouais. Il a essayé, parce que le Glory, tout le monde savait que c'était mon entraîneur, donc le Glory, il avait contacté lui. Il a dit non, il mérite pas, il le prenait pas, etc. Mais finalement, le Glory m'a contacté moi. Ah, c'est vrai, ah ouais, direct. Il s'est passé quoi avec ton coach? Il t'aime pas beaucoup. Et là, je me suis dit, ah ouais, incroyable ce qu'il a fait. Bon, bref. Mais j'ai toujours confiance en moi. Je savais qu'avec mon talent, j'allais aller où je voulais aller, tu vois. Donc finalement, je me sépare et puis il y avait toujours comme quoi, tu vois, j'écoute vraiment les conseils. Il y a toujours cette personne, tu sais, ce mec dans un club qui va te donner des conseils, tu sais, l'ancien, mais il a jamais rien fait lui. Ouais, il donne des conseils, tu vois. Et moi, je les écoute. C'est tellement ça. Tu sais, moi, des fois, ça m'est arrivé d'être... Mais c'est le principe de plein d'écoles. Tu sais, t'as des mecs qui n'ont pas fait carrière qui viennent apprendre. Ils viennent et ils donnent des conseils à tout le monde, comme dans les salles de muscu. Tu vois, toujours l'ancien, il vient, non, fais pas comme ça, tu vois. Il y a sûrement des choses bien dans ce qu'il dit, oui, tu vois. Bien sûr. Et moi, ça m'est déjà arrivé, moi, à 4h du matin, à un arrêt de bus, d'écouter un mec bourré. Et je me dis, non, on sait jamais, tu sais. Tu vois, non, c'est vrai, tu vois. Il dit un truc à imagine, il me dit un truc comme ça. Moi aussi, j'essaie d'écouter tout le monde. Après, tu sens qu'il y a plus à c'est un truc de apprendre que. Voilà. T'imagines, il me dit, non, tu sais, pour péter le million, il faut que tu fasses ça. Et là, tu le fais, tu dis, comment t'as su? Non, t'inquiète, tu vois. Et finalement, il me disait toujours, il me dit, va en Hollande. Il me dit, va en Hollande, va dans tel club en Hollande. Il y a un truc, tu vas progresser, etc. Et il me le répétait. Je disais, ouais. Il me le répétait. Et un jour, je me suis dit, tu sais quoi, il faut aller en Hollande. Je vais l'écouter, boum. Et là, j'envoie un message à un club, le Mejirojim. C'est un club où sont passés Badrari, Ramon Dekers, il est passé, je crois. Mais surtout Rob Kaman. À l'époque, pour les anciens, Rob Kaman. Et moi, j'envoie un message, je lui dis comment ça se passe pour venir dormir et manger. Et je reçois un mail, Mejirojim n'est pas un restaurant, n'est pas un hôtel. c'est un club, c'est une salle où on vient s'entraîner, etc. Je lui dis, ah ouais, très sec et tout. Et là, j'envoie une vidéo, un highlight, on appelle ça, une compilation de mes combats, de mes KO. Ah oui, tu viens quand tu veux, viens, nickel, t'inquiète, on va t'héberger, etc. Incroyable. Ah, c'est vrai? Ouais. Et t'es parti là-bas? Et finalement, je suis parti là-bas, tu vois. Mais j'arrive, je découvre le kickboxing, en fait. J'y découvre vraiment autre chose. Et c'est en étant une semaine en Hollande que j'ai compris qu'en fait, mon ancien coach, il m'avait rien appris. Tu vois, et c'est ça qui est ouf, hein. Alors, à sa décharge, c'est-à-dire physiquement, c'était un très bon entraîneur, c'est-à-dire que on faisait des entraînements physiques, je me dépensais physiquement, mais techniquement... Oui, c'est une autre chose. Je me suis rendu compte que j'avais rien appris, en fait. Et peut-être que tu joues dans une ligue plus haute d'un coup, et du coup, t'apprends plus parce que tu montes de niveau. Tu vas à la maison mère. Tu vois, le kickboxing, c'est hollandais. Tu vois, les Hollandais, ce sont eux qui ont fait naître, qui ont hissé le kickboxing au plus haut. Et là, tu découvres un autre truc, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à combattre à l'étranger, en Chine, j'ai combattu en Australie. Tu sais, donc là, tu commences à voyager. Exactement. Tu gagnes ta vie à ce moment-là? Ça te rapporte de l'argent ou tu peux pas en vivre? Bah, à ce moment-là, j'arrête déjà la fac. J'étais en fac de psycho. On comprend déjà, la psycho. Je rentre dans le cerveau déjà. J'étais en fac de psychologie. J'arrête parce que j'arrive plus. Tu vois, j'arrive plus à concilier les études et oui, il faut que tu fasses des choix, l'entraînement. Ouais, laisse tomber. En cours, je m'endormais. C'était très compliqué. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, les études, tu peux les reprendre n'importe quand, mais une carrière, tu pourras jamais la reprendre. Ça passe. Exactement. Du coup, je me suis dit, surtout sportive. C'est ça. Une carrière sportive, je peux pas la reprendre. Du coup, je me suis dit, j'ai fait mon choix. Ensuite, donc c'est là où je commence à combattre à l'étranger, à voyager. Et à ce moment-là, je touche des primes où quand même, je sais pas, j'avais quel âge 19 ans. Quand tu touches des primes de 3 000 € par combat, t'étais bien. Ah, tu vois, bien sûr, des fois 10 000 € quand c'était des gros tournois. Attends, déjà, bien sûr. Franchement, t'es très très bien. À mon époque, j'étais très bien. J'avais un loyer à 400 €. Je me plaignais pas. T'as quel âge, toi? 30. T'as 30 ans, 30 ok. Donc c'était un peu plus de 10 ans. Ok. Et donc tu te fais des primes, tu commences à en vivre, tu pars en Hollande, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas basculer après? Donc tu vas devenir champion du monde. À 11 reprises. Au bout de combien de temps tu deviens champion du monde à partir de ton premier cours de kickboxing? Alors, déjà, quel était mon quotidien? C'est-à-dire, je m'entraînais tout seul.
Et dès qu'on m'annonçait dès que je signais un combat, donc je me manageais tout seul aussi. En fait, on va dire c'est mon talent qui me manageait. Parce qu'en vrai, on m'appelait. J'avais pas de taf, tu vois. On m'appelait et je négociais comme ça. Et en fait, je m'entraînais tout seul. Donc j'allais courir, j'allais à la salle de sport, dans des salles à gauche, à droite. J'étais à Angoulême encore. Et quand on m'annonçait un combat, quand je signais un combat, et ben j'allais en Hollande. J'allais en Hollande 2 semaines, 3 semaines. Je restais, j'habitais chez le coach. Je dormais sur le canapé et je m'entraînais à la salle tous les matins, tous les soirs. Et puis on allait combattre. Donc j'avais pas vraiment de coach, tu vois. J'allais me préparer là-bas, etc. Et puis petit à petit, à un moment, pareil, je me suis séparé de ce coach-là. Pourquoi ? Parce que il commençait à vouloir un peu... Enfin, c'est pareil, des problèmes d'argent. Oui, il faudrait que tu me donnes ça, il faudrait que tu me payes ceci, il faudrait que tu me payes ça. Et je me suis dit, oh, laisse tomber, c'est trop bizarre. Moi, tu sais, quand ça me part trop d'argent et vu que j'étais marié à personne, ben voilà, comme ça que ça s'est fait, je me suis séparé. Et puis un jour, je fais la rencontre d'un coach en Belgique. Je fais la rencontre d'un coach en Belgique, je me dis, et je vois la méthode d'entraînement, je me dis, waouh. Et encore une fois, je me dis, ouais, en fait, j'ai rien appris en Hollande. Mais à chaque fois, tu découvres. À chaque fois, je monte. C'est incroyable. Et là, pour le coup, c'était vraiment être mon coach, c'était un style incroyable, tu vois. Et quand j'ai vu un de ces boxeurs combattre, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut que je combatte. Tu vois, le débit, il était incroyable. Et moi, ma force, c'était plus le KO, c'était pas le débit. Et là, je me dis, si je fais tous mes rounds comme ça avec ce débit-là, c'est là qu'il faut que j'aille. Du coup, je vais là-bas, et finalement, il y a Glory qui me contacte pour combattre. Et là, c'était en 2016. Décembre 2016, 2016, c'était mon année. Hein. J'ai enchaîné tournois, combats, que des victoires. 2016, on me contacte pour faire le titre contre Nicky Holzken, qui était la star à ce moment-là, invaincu, imbattable, invaincu au Glory, le champion du Glory, déjà 6 fois champion du Glory. Le Glory, c'est un peu la Ligue des champions de kickboxing. C'est la Ligue des champions. C'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut en kickboxing. Donc en termes d'argent aussi, là, tu te dis, tiens, je vais peut-être pouvoir mieux gagner ma vie qu'avant. C'est pas la même chose, quoi. En termes d'argent, de structure, c'était vraiment... C'est professionnel. Professionnel, tout est cadré. Du coup, moi, on me met contre Nicky Holzken, un peu comme la chair à canon, tu vois, c'est-à-dire que... Oui, ils savent que tu vas te faire déglinguer, ils pensent que tu vas te faire déglinguer. Ils pensent que je vais me faire déglinguer, et surtout, ils se disent, Cédric Doumbé, voilà, c'est le mec qui a la grande bouche, moi je faisais du trash talk, j'avais fait un montage où j'avais la tête de Nicky découpée comme ça, et j'avais sa ceinture autour de ma taille. Et le hashtag c'était... Tu cherches la merde aussi. Ouais, c'est ça. Et le hashtag c'était End of Nicky, la fin de Nicky. Et les gens, ils s'étaient révoltés. Wow, ce qu'il a fait. Ils se dit, vas-y, déglingue-le. Et surtout, ils se disaient, mais c'est qui ce mec? Mais c'est qui ce mec? Il est fou. Et du coup, ils se sont dit, ça va être drôle. Pourquoi en fait? Parce que la tête d'affiche de ce gars-là, c'était Badr Hari, son grand retour contre Rico Verhoeven, la star hollandaise. Et nous, on était co-main event. Donc la star Nicky contre un mec, voilà, il est marrant, il fait des montages. Ouais. Et là, je le bats. Et là, je deviens Tu le bats, mais tu sens que c'est dur quand même. Ah non, non. Tu comprends que c'est la star à ce moment-là, quand tu te bats contre lui, tu vois une différence de level ou pas? En fait, si tu veux, c'est le seul combat où j'ai flippé. De toute ma carrière, c'est le seul combat... Pas j'ai flippé, c'est le seul combat... T'as de l'appréhension, quoi. Où j'étais pas sûr de gagner. Je me disais, ouais, je pense que je vais pas gagner. Ah, c'est vrai, tu pars un peu même perdant dans ta tête, ce qui est pas bon signe pour un combattant. C'est le seul combat où je pars un peu perdant. C'est-à-dire, je me revois encore dans la chambre d'hôtel, je suis avec ma mère. Bon, ma mère, elle connaît pas grand-chose, c'est juste qu'elle me demande, il est fort? Je dis, ouais, il est bon, truc, voilà. Ah bon, vas-y, courage, ouais, ça s'arrête là. Et là, c'est le seul jour où elle m'a dit, j'ai vu dans tes yeux que t'allais pas gagner. Tu savais pas que t'allais gagner. D'habitude, elle me voit, mais t'inquiète, il est fort, mais bon, KO, truc. Ouais. Là, je lui dis, je sais pas, maman. Et elle m'a dit, c'est le seul moment où j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, ouais, ça va être chaud. Parce qu'il était invaincu, il était imbattable. Ce qui est pas bon signe. Tu vois, ce qui est généralement pas bon signe. Et le truc, c'est qu'il a combattu des grands, des petits, des costauds, des... Oui, il a tapé partout. Et il a battu tout le monde. Donc je me dis, moi, j'arrive, boum, avec mon style, avec mes montages. Ah, c'est chaud, tu vois. Et finalement, je le bats au point en plus. C'est un coup de chance, il a pris un mauvais coup, KO. Non, là, je l'ai battu au point, c'est-à-dire que je l'ai dominé. En combien de rounds, là? En 5 rounds. Ah oui, donc ça dure quand même. Ah ouais, c'est pas facile, quoi. Incroyable. Et je le bats chez lui. C'était en Allemagne, donc lui, il est hollandais. Chez lui, avec son public. C'est ça, mon entrée, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. Son entrée, toute la salle se lève. Ah ouais. Déjà, tu sens que t'es pas attendu. Incroyable. Et si tu veux, c'est ce moment-là où j'ai gagné le cœur du public, mais notamment du public marocain. Pourquoi? Parce que, si tu veux, ils étaient tous venus, les Marocains, pour Badr Hari. Ah oui, donc il y avait le public là-bas. Voilà. Le Maroc avait acheté ce combat, avait acheté cette soirée, et c'était diffusé nationalement au Maroc. C'est-à-dire c'était incroyable. Et tous ceux qui voulaient voir le combat de Badr Hari, ils étaient obligés de voir le combat d'avant. Donc le mien. Du coup, ils attendaient. En fait, ils patientaient. Ah, c'est ça, t'étais la première partie. C'est ça. T'étais le chauffeur de salle. C'est ça. Et ils me voyaient, ils disaient, bon. Et là, au fur et à mesure que les rounds passaient, au fil des rounds,
Et le public commençait à me kiffer en fait, parce que je faisais des blagues, boum, j'esquivais, je faisais ça, et je le mettais à la main. Et ils se disaient, mais c'est incroyable ce mec, ce qu'il est en train de faire à la star hollandaise. En fait, t'es arrogant en plus d'être bon. C'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai gagné le cœur des Marocains ce jour-là. Et depuis, histoire d'un mois. Ah, c'est fou. Et donc, Congo, Maroc, déjà. Donc, il faut noter les pays. Congo, Maroc, Tonton Pierre, Maroc. Ah, et du coup, tu te mets à... Donc là, tu deviens champion du monde. Tu le fais 11 fois consécutif, c'est ça? Alors, comment ça se passe? À ce moment-là, j'étais déjà champion du monde. Ok. On va dire, donc tu fais 11 moins 7. Donc c'est ce chiffre-là. Ok. Parce que j'ai pas fait bac S, j'ai fait fac de psycho. Okay. Et du coup, quand j'arrive, la première ceinture du Glory, en fait, si tu veux dire, mon vrai titre, celui qui est vraiment légitime, c'est la ceinture du Glory. Je suis 7 fois champion du Glory. Le reste, c'est des ceintures d'autres fédérations. Tu vois, d'accord. ISK, je sais pas moi, WBC, comme on peut voir en anglais, etc. Et en France, donc, le MMA est interdit jusqu'en 2020, je crois. Tu comprenais pourquoi c'était interdit à l'époque? Tu disais, c'est normal que ça soit interdit, c'est trop violent. Tu avais envie que ça soit légalisé. Tu étais dans quel mindset avant 2020 sur le MMA? J'ai jamais vraiment compris pourquoi c'était interdit. Après, je savais qu'on était un peu en retard, nous, en France, à chaque fois. Peut-être parce que la France, on est les meilleurs, donc nous, on fait pas tout comme tout le monde. C'est peut-être pour ça. Et on a toujours été un peu en retard, tu vois, sur les choses. Même sur la vague américaine, un peu les influences. Et là, le Mais MMA, tout arrive toujours pareil. Tout arrive toujours. Et finalement, après, ça arrive. Et à quel moment tu te dis que tu vas en faire, toi? Comment ça se passe? Si tu veux, j'ai toujours été attiré par le sol. Tu sais, c'est cette phase au sol, le jiu-jitsu brésilien, grappling, on appelle ça comme ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il faut être super intelligent pour être fort à ça. Et moi, t'as vu, derrière mon arrogance, ma fierté, je me dis, attends, comment ça, je suis intelligent, moi. Moi, je vais être fort à ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours cette volonté de vouloir. C'est pas du tout les mêmes techniques que Non, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Ouais. C'est très technique au sol, c'est incroyable. C'est pas juste, je suis fort, boum, je mets une droite, je mets KO. Là, tu peux être fort, c'est-à-dire, je vais combattre un mec de 200 kilos, moi, je fais 60 kilos, le mec, je peux le faire taper. C'est-à-dire, je peux l'étrangler, je peux le soumettre, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est pas de la force, c'est vraiment de la technique. Et du coup, moi, j'étais attiré par ça, mais pas du tout par la phase MMA, petit gant, cage et tout. J'étais dans mon truc, moi, kickboxing, je veux être champion, je veux rester champion, je veux prouver que je suis le meilleur, etc. Et finalement, McGregor, il a hissé le MMA et l'UFC surtout sur le toit du monde. Ouais, ça a explosé. Ah, ça a explosé. Ça a explosé d'un coup. Et là, fou, hein. les gens, ils parlaient que du MMA. Je me suis dit, mais attendez, les gars, vous croyez que c'est quoi le MMA? Mais moi, je le tape, moi. Je peux être meilleur dans ça aussi. Ah bon? Eh ben, ok, j'arrive. Tu vois? Et ça se fait comme ça. Est-ce que tu as déjà vécu une bagarre un peu mémorable dans ta vie? Une anecdote de bagarre en dehors du sport? Non, c'était une fois, il y a plus de 10 ans même. Hein. Une fois, il y a plus de 10 ans, sortie de boîte, c'était un groupe de mecs, tu vois, un groupe de mecs qui étaient bourrés. Et ça parlait un peu mal et tout. Et moi, j'étais avec mes cousins. Et du coup, et moi, j'ai toujours été très diplomate. Tu vois, moi, j'ai grandi à Paris, dans une cité. J'ai grandi à Avignon aussi, dans une cité. Très, très chaud, Avignon. Je vais pas dire Angoulême, si les gens vont rigoler. Je vais dire Angoulême, dans une cité. et du coup, mais j'ai jamais été dans les problèmes. Tu vois, et pourtant, j'étais avec des mecs dangereux. Oui, mais toi, t'étais un peu sympa. Mais voilà, j'étais le mec, Cédric Tac, la boxe, tu vois. Et j'ai toujours été le mec sympa et jamais eu de problème. Et du coup, j'ai toujours été aussi médiateur. Tu vois, non, les gars, j'ai toujours parlé. Peut-être parce que conscient de mes capacités, ou je sais pas, mais j'ai toujours été un rigolo. Tu vois, j'ai jamais été le mec vénère et qui va vexer direct. Et pour m'énerver, il faut vraiment pousser le bouchon. Et du coup, bon, pour faire un accéléré, le mec, il cherchait un peu les problèmes et ça part un peu en bagarre, je sais pas, boum. Et là, je mets un coup de coude et le mec, il tombe. Et là, je ressens un truc. Mais genre, j'étais pas bien, tu vois. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Alors que c'est lui qui cherchait, tu vois, c'est lui qui... Et je me suis senti tellement mal. Après, je le relève, je dis, non, les gars, tu vois... Et finalement... Non, mais c'est que dedans, t'inquiète. Et finalement, je me suis jamais battu. Ah, c'est vrai? Non, j'arrive pas, tu vois. Frapper un mec, tu vois, mais faut que tu me frappes pour que je te frappe. Regarde, viens. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Tu vois, on se demande ça souvent, mais si quelqu'un se fait emmerder dans la rue, là, s'il y a des gars qui regardent aujourd'hui, si un jour il se fait emmerder dans la rue, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Si on me pose la question, on me dit si quelqu'un... Ouais. Alors, la première des choses, hein, comme ça que je donne, on rigole souvent, c'est court. Mais c'est vrai, c'est totalement vrai.
j'ai envie de te dire, si tu cours vite, en plus, si t'es très endurant, mes frères, cours. Tu vois ce que je veux dire? Je te dirais même, mets une gifle et cours. Tu vois ce que je veux dire? Encore mieux. Tu vois, parce que là, t'es sûr que t'es tranquille. T'es encore plus arrogant. Maintenant. Faut bien la mettre quand même pour gagner quelques secondes. Non, faut bien la mettre. Faut vraiment qu'elle siffle dans l'oreille. Non, il faut que le mec soit neutralisé. Après, je me mets un peu à la place en étant sérieux même, mais pas boxeur. Si je me fais emmerder, non, le mieux c'est de pas répondre. Tu vois. Il y a personne qui va s'acharner sur un mec qui répond pas, tu vois. Ce qu'on attend, soit le mec qui est bourré, le mec qui est agressif, soit le mec qui est un peu teubé et qui s'attaque à une femme, s'il y a rien en face, bon, c'est bon, il va tracer. C'est comme un animal sauvage. Il a envie d'avoir un peu de réponse. C'est ça. Il faut qu'il y ait quelque chose, tu vois. Mais s'il y a rien en face, il va pas répondre. Après, c'est très difficile, hein. Un exercice difficile de pas répondre. En fait, c'est énervant. Intérieurement. Ah non, c'est que tu te dis, tiens, est-ce que je fais semblant d'être une merde et de machin. Non, le mieux c'est pas répondre. Tu sais, moi, ça m'est arrivé. Et moi, mon problème, parfois, je m'en veux. On a tous déjà eu cette scène où on s'embrouille avec quelqu'un. Et ensuite, quand on arrive à la maison, tiens, non, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Et moi, ça, c'est toute ma vie, ça. Parce que moi, je suis un mec qui réfléchit beaucoup. C'est pareil. Et j'ai des potes qui sont sanguins. Et je me dis, mais des fois, j'aimerais être comme ça. Parce que moi, je vais faire des dégâts si je suis sanguin. Je me rappelle encore, ça m'est arrivé il y a peut-être 5-6 ans. J'étais en voiture. Et moi, je roule très doucement. Tu sais, je suis pas un mec, je roule très doucement, je déteste conduire, tu vois. Je roule très doucement. Et des mecs appellent de phare. Tu sais, c'est limité à 100, t'es à 105, le mec, il te fait des appels de phare. Tu vois ce que je veux dire? Et appel de phare, et moi, je calcule pas, tu vois. Je suis vraiment le mec en voiture, je fais comme si de rien n'était. Et quand il me double, du coup, je regarde, et je vois 2 mecs. Waouh, viens. Et là, je me dis, waouh. Ils me disaient, sors. Et là, je me dis, bon, Cédric, en vrai, ils sont que 2. C'est comme s'il était tout seul. Je me dis, gros, tu te bats jamais. C'est l'occasion. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je les regarde. Tu vois, je vois 2 mecs, comme tu sais, 2 mecs un peu costauds, tu vois, le genre de t-shirt bien serré, guest. Tu vois, t'as compris le genre de mec. T'as compris le genre de mec. T-shirt XS, alors que c'est des mecs balèzes, tu vois. Mais dis, arrête-toi. Là, j'ai dit, non, continue, tranquille, tu vois. Et je me suis dit aussi, il y a un truc, je me suis dit, non, mais regarde, toi, tu vas arriver, je vais mettre une patate. Peut-être un couteau, il y a peut-être une arme. Et au final, tu vas te faire planter bêtement. Alors que c'est ça, ta vie va prendre un nouveau tournant pour rien. Ça t'as rien à gagner. C'est ça, en fait. C'est qu'est-ce que t'as à perdre. Lui, il a peut-être une vie nulle et pas toi. Donc c'est ça qu'il faut se dire, en fait. Ah, laisse tomber. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, moi, de me faire emmerder. Et après, de ressasser dans ma tête, dire, putain, j'aurais pu mettre ça à ce moment-là, machin. Et puis en fait, pas du tout, quoi. C'est ça. Ou aussi, alors, grosse anecdote, je vais la faire en accéléré, mais j'aurai l'occasion de la raconter sur mes réseaux. Grosse anecdote, aéroport. Tu vois, j'étais avec un pote, mais qui paye pas de mine, tu sais, il s'appelle Paolo, déjà son prénom, tu vois, il s'appelle Paolo. Désolé, c'est son deuxième prénom, Paolo. Il s'appelle Paolo, longs cheveux et tout. Paolo. Il a des longs cheveux en plus, tu vois, Paolo, et il se fait embrouiller par un mec, tu sais, il se bouscule un peu, juste à la sortie, là, quand t'arrives, les arrivées, là. Et moi, j'étais un peu plus loin, et je vois, il l'insulte, etc. Et moi, j'arrive, et je lui dis, non, tranquille, les mecs, et toi, ils me doivent ta main, toi aussi, truc. Wow, et moi, je bug, tu connais, je réfléchis trop. Et là, je me dis, oh, tranquille. Et je sais pas ce qui s'est passé. Là, il m'explique, en fait. En gros, il m'explique qu'il s'était fait victimiser. Et là, je me suis dit, moi, je vois tout de suite le schéma. Il a vu une petite tête de blanc, frêle. Il s'est dit, voilà, je vais le victimiser. Et là, je dis, oh, tranquille. Et là, j'avance. Et je le vois en train de parler aux gens. Ouais, ils sont fous, heureusement, la vie de ma mère. Ah ouais, non. Et là, je dis, non, je peux pas laisser. Non, je peux pas laisser. Je peux pas laisser. Et là, je dis, tiens, mon sac. Il me dit, non, laisse. Non, je peux pas laisser. Et je vois qu'il descend vers le parking, Charles de Gaulle. Il descend vers le parking. Oh, magnifique. Je descends, et je savais même pas ce que j'allais faire. Hein. Mais il fallait que je lui parle. Il fallait que je lui fasse un truc, qu'il comprenne. Je descends, j'arrive, parking, je m'en souviens, comme si c'était hier, sol bleu. Ah, exactement. Ouais, très calme. C'est ça. Je dis, frère, viens. Je lui dis, bon là, je vais pas répéter, j'étais très vulgaire. Tu vois, en gros, je lui dis, je vais faire un truc pas bien avec ta mère. Tu vois, je lui dis ça. je lui dis ça. Et il me dit, et là, je vois son visage, il change. J'étais tout seul, il n'y avait personne. Et là, il me regarde, il me fait, quoi? Vas-y, tu sais quoi, vas-y, viens. Et là, je dis, vas-y. Il me dit, ah, tu veux qu'on se batte là, comme ça, je laisse ma valise, et on me vole ma valise, c'est ça? Oh, je dis, vas-y, tu sais quoi, c'est bon, laisse tomber. Alors, en fait, j'ai vu, il s'est fait caca dessus. Dit, non, allez. Et là, en fait, ça m'a enlevé, ça m'a calmé, et j'étais soulagé. Parce que là, j'allais rentrer chez moi, et j'allais pas être bien. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Psychologiquement, t'avais eu l'ascendant. C'est ça, en fait. Et c'est quoi la moralité? C'est que tu vois ces mecs-là qui gonflent
en fait, et qui vont être sanguins. Souvent, les plus sanguins, ce sont ceux qui font rien. C'est ça, en fait, le truc, tu vois. Oui, c'est vrai. Un mec fort, t'en as reçu. Il parle pas. Il est calme, il a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Les mecs qui veulent prouver, qui crient, qui trucs, ce sont les mecs qui, en vrai, qui valent rien. Oui, c'est les chiens qui aboient, comme on dit. Exactement. Est-ce que toi, t'as un rituel avant un combat? Est-ce que t'as des petits trucs, tu vois, pour te rassurer? Tu sais, il y en a qui ont des petits gris-gris ou des, je sais pas, un coup de fil. Qu'est-ce que tu fais, toi, avant un combat? Déjà, il y a le rituel avant le combat auprès duquel je passe pas. Je passe pas à côté de ce rituel, je m'entraîne dur. Et il faut que je m'entraîne dur, à fond, pas de regret. Comme ça, je peux pas arriver dans les vestiaires en me disant « Ah, j'aurais peut-être dû courir ce jour-là et pas dormir. J'aurais pas dû louper tel entraînement ou tel entraînement. » Non, je m'entraîne à fond. Comme ça, pas de regret. Comme ça, moi, je me dis, si je perds, il était meilleur. Déjà, j'ai pas de regret, j'ai tout fait pour gagner. J'ai perdu, ok. Ensuite, dans les vestiaires ou même un truc avant, j'avais ça. Avant, j'avais mon short, j'avais mon caleçon, j'avais mes claquettes, j'avais tel sac. Non, maintenant, et volontairement, j'ai enlevé ça. Tu vois, j'ai enlevé ça volontairement, je me suis dit non, c'est pas ça qui me fait gagner. Ce sont mes points, tu vois, c'est moi. Ouais, t'essayes d'enlever toutes tes petits j'enlève trucs toutes qui ces superstitions. Ils peuvent te polluer un peu l'esprit. Exactement. Et tout. Et finalement, maintenant, j'ai plus rien. Maintenant, je suis quelqu'un, tu peux m'appeler à 2h du mat, tu me dis, viens, on s'échauffe, il y a combat, ouais, j'y vais, tu vois. Volontairement, pour être prêt à toute éventualité. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai enlevé tout ça. Est-ce que, alors, j'ai noté, t'as gagné 45 de tes combats par KO. Est-ce que toi, t'as déjà été KO? Non, jamais. En entraînement, en off Non, j'ai jamais été KO. Par contre, une fois, j'ai mis un genou à terre. C'était une sensation de fou, tu vois. Mais en même temps, je suis content d'avoir connu ça, tu vois, parce que du coup, comme je disais, j'ai connu les eaux profondes. Je sais ce que c'est aller sous l'eau et revenir. Mais t'as jamais perdu connaissance, complètement? Non, si, perdu connaissance, mais pas KO. Complètement, non. Non. Ou vraiment tu bouges plus, etc. Non, jamais. Ah non, frère, attends, c'est Eric Doumbé. Sérieux? Gros. Vous respectez. C'est fou. Et tu fais des prédictions, souvent, ça a été connu pour ça aussi, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, etc. Machin. Tu dis, tiens, lui, je vais le mettre KO dès le premier round, lui, je vais lui laisser un deuxième round, etc. Machin. Et je trouve que tu as de la chance, ou alors tu fais exprès. Voilà. Tu vois, non, mais il y a deux possibilités. Ça, soit j'ai de la chance. Soit tu es bon, enfin, tu as eu de la chance sur le truc, etc. À chaque fois, tu tombes bien. Ouais, c'est... Mais tu fais exprès, quand tu dis que tu vas le fumer au deuxième round, tu fais exprès d'attendre le deuxième ou c'est... Parce que tu sais qu'il a un level où il peut tenir... En fait, oui et non. C'est-à-dire que, non, je fais pas exprès dans le sens où si je vois le mec, il est au bord du chaos, je vais pas lui dire non, attends, viens, on attend le deuxième. Tu vois? Là, avec l'adrénaline, tu dis vas-y, je finis. Tu vois? Mais oui, dans le sens où, quand je commence le combat, j'y vais quand même tranquille. C'est-à-dire, j'observe. Parce que si je commence en me disant je le mets KO au premier, ce sera pas le même commencement. Tu vas le voir direct, là, j'ai envie de le mettre KO. Donc, en commençant, je me dis, non, je le mets pas KO maintenant. J'y vais tranquille. Mais si ça passe, ça passe, hein, au bout d'un moment. Un peu comme un marathonien, quoi. Tu démarres pas trop vite. Ouais, c'est ça. Faut garder un peu ton... C'est pas un sprint. C'est exactement ça. Un combat de boxe, un combat de... faut durer un peu dans le temps. C'est exactement ça. Une fois, je me souviens, j'ai combattu au Zénith de la Villette et un adversaire, un Biélorusse. Je me suis dit, lui, je vais le mettre KO au deuxième. Pourquoi? Parce que je connais mon corps. Je sais qu'au premier round, je vais rentrer dans le combat. Au deuxième, je suis très chaud. C'est-à-dire, au deuxième, quand j'arrive, c'est comme si j'étais chaud bouillant. Pas fatigué, la transpiration, je suis bien. Ouais, t'es sur ton rythme. Voilà. Et je sais qu'au deuxième, je vais le coucher. Et j'étais tellement bien entraîné que j'arrive, deuxième round, boum, patate, KO. Tu bosses beaucoup, toi. Je voyais que tu parlais de Cyril Gane à un moment donné dans Click et tu dis, où les mecs disaient que c'est lui qui le disait d'ailleurs dans une interview, qu'il n'était pas constant dans ses entraînements, etc. Machin. Toi, tu t'entraînes de manière plus régulière. C'est quoi ton mindset de sportif réellement? Tu taffes vraiment tout le temps ou c'est juste avant un combat? Bah, tu vois, j'avais dit que je pouvais pas vraiment lui taper sur les doigts pour ce qu'il avait dit parce que j'étais comme ça aussi. C'est-à-dire que, mais moi, on peut pas m'en vouloir. Pas de coach. Tu vois ce que je veux dire? T'as toujours pas de coach, là? Toujours pas de coach. Non, c'est vrai? Ouais, c'est vrai, pas de coach, ouais. Et lui, le mec, il comprend pas. Qu'est-ce que t'as? Non, pas de coach, non. T'as pas de coach toujours, non, vraiment? Je pensais que t'en avais un, mais que tu le disais pas, tu vois. Non, j'ai pas de coach, Tu t'entraînes tout seul? Jamais. J'ai grandi comme ça et je suis habitué maintenant comme ça. Maintenant, je me suis forcé à être un peu plus constant. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle discipline. J'ai beaucoup à apprendre encore dans cette discipline-là, même si j'arrive à m'en sortir avec mes qualités déjà que j'ai de prédilection. Mais là, il faut pas de surprise. Il faut pas que j'arrive dans la cage et qu'un mec super fort en lutte me mette les fesses par terre et que me garde au sol et que moi, je sache pas quoi faire. Donc, j'essaie d'être un peu plus constant aussi parce que moi, j'ai un vrai sujet avec le poids. Moi, manger, c'est toute ma vie aussi, tu vois.
j'aime manger et parfois je fais des grosses prises de poids, tu vois, et c'est pas bon. Tu fais beaucoup de sacrifices en vrai sur la bouffe, enfin sur le quotidien. Tu sais, est-ce que ça t'impacte sur tes plaisirs, tu vois? Ouais, énormément, et encore récemment, tu vois, quand je m'exprime, soit à la caméra, soit même quand je me parle à moi-même, je me dis ouais, c'est trop. Mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que c'est pas la dernière année? Est-ce que c'est Ah oui, à chaque fois tu te dis ça. Ouais, des fois je me suis même dit une fois, est-ce que c'est pas le dernier combat? Ouais, j'en ai marre. Tu sais, quand t'as pas mangé, t'as pas bu et tu t'entraînes, t'es KO, t'as un combat qui arrive, t'as la pression, t'as les gens. Je dis, c'est le dernier combat, laisse tomber, j'en ai marre, tu vois. Parce que tu dois faire un poids maximum, c'est ça? En fait, pour ceux qui connaissent pas du tout les sports de combat, t'as des poids à atteindre. Il y a une catégorie de poids, tu vois. Par exemple, nous deux, je pense qu'on est dans la même catégorie de poids, tu vois. Je pense que la catégorie de poids serait 77 kilos. Bah ouais, moi je fais 80. Ah là, tu vois, c'est ça, 77 kilos. Et du coup, il y a une catégorie à pas dépasser, tu vois. Moi, je peux pas combattre... Donc c'est pas par taille. Tu peux avoir un mec qui a 2 têtes de plus. Tu peux avoir un mec qui a 2 têtes de plus. C'est juste le poids. Mais qui fait le même poids, tu vois. Parce que le poids, ça joue, notamment en MMA, où s'il te soulève, si tu fais 60 kilos, il te soulève, évidemment. Il t'envoie dans tous les sens. Tu pourrais jamais combattre contre Cyril Gane, par exemple, pour expliquer. Jamais. Qui fait plus de 100 kilos, je crois. Ouais. Donc, dans la cage, non. Après, si on se croise un jour, à un restaurant... C'est pas dit que... Non, je rigole. C'est pas dit qu'il y a un coup de coude qui part. Bon, après, je le relèverai. Comme j'ai déjà dit. Non. Vous connaissez en vrai ou pas, non? On se connaît en vrai. À la base, il est fan de moi. Non, c'est vrai. Bon, là, il le dira pas, tu vois. Mais c'est vrai, parce qu'une fois, on a eu l'occasion de partager la même salle d'entraînement, il y a 4-5 ans. Et il me disait, je suis fan de toi. Donc, je suppose qu'il était fan de moi. Et puis il me suivait, tu vois, sur les réseaux, etc. Et je le voyais boxer. Et j'étais déjà champion du monde à l'époque, donc c'est un peu normal aussi qu'il ait été fan de moi. Et du coup, j'étais même parrain dans des événements où il combattait. Ah bon? Où il combattait Et aujourd'hui, vous envoyez des messages, vous avez des. Non. Vous pratiquez. Non, je me rends pas. En vrai, c'est des vraies questions naïves, parce que moi, c'est pas mon domaine. Et donc, je connais pas, tu vois, comment ça se passe. Nous, tu sais, dans les mêmes métiers, on s'envoie parfois des messages, savoir comment ça va, machin. Non, alors, on s'envoie pas de messages, parce que déjà, son coach me déteste. Même quand j'avais pas dit les vérités sur Cyril Gane, son coach me détestait déjà. Pourquoi? Parce que j'étais parti de cette salle. Parce que je trouvais que il était pas compétent et qu'il pouvait pas m'apprendre grande chose et qu'il voulait être plus la star que la star elle-même. Tu vois, donc, du coup, je suis parti de la salle et son coach, il l'avait mauvaise. Et du coup, son coach, c'était un peu le gourou. Il y a toujours, ce coach gourou qui veut revivre la carrière qu'il n'a pas eue derrière son... Et du coup, lui, il avait pris les réseaux de Cyril, il m'avait bloqué sur les réseaux de Cyril, tu vois. Et moi, je savais que c'était pas Cyril, parce que je connais Cyril. Et il est pas comme ça, Cyril. C'est vraiment le bon gamin, tu vois. Le mec pisse, qui est tranquille. Il est très sympa. Voilà, il se prend pas la tête. Très sympa. Très simple. Et du coup, il m'a bloqué sur les réseaux, il me parlait pas. Et du coup, Cyril et moi, on s'est croisés une fois même, chez un ami en commun, Mamadou Sakho, Titi parisien, pour ceux qui le connaissent. Et on a discuté un peu, tu vois, et voilà. On s'est dit, on sera jamais amis, hein, parce que voilà, que son coach, etc. Et depuis que j'ai dit les vérités, je pense qu'il a un peu mal pris, parce que il y a des gens qui l'ont mal pris, donc je pense que lui, le concerné, il a peut-être mal pris, tu vois. Ouais. Et non, on s'envoie pas de message, non, on s'écrit pas. Non. D'accord. Non, mais c'est intéressant. T'as vraiment pas peur de personne? Ou c'est un personnage un peu, tu vois, quand je t'entendais dans des interviews dire, tiens, Conor McGregor, je te baise. Je pas dit ça. non, mais tu l'as dit, je te prends, non, je sais plus ce que tu as dit. Je t'ai éteint. Ouais, je t'ai éteint, machin. Enfin, bref, tu l'as cherché un peu pour rigoler, c'est dans le show. Tu le penses ou c'est histoire de faire du show en vrai? Non, je le pense vraiment. Parce qu'en tout cas, dans le show, c'est drôle, ça fait vivre un peu la boxe, ça qui est marrant, ou le MMA, ou ça. C'est marrant d'avoir des duels comme ça fait partie du délire, quoi. Mais tu sais, ce qui est encore plus drôle, et ce qui fait que c'est crédible, c'est que je suis capable. Tu vois, si tu prends un mec qui... Tu vois, si tu prends le caméraman, par exemple, là, tu le dis, et qui dit, ouais, toi, je te mets KO, Conor. Ça va pas être drôle, tu vois, tu sais que c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire, tu sais que c'est pas possible. Mais si tu prends un mec qui, à chaque fois qu'il dit... Désolé, le caméraman. Si tu prends un mec qui l'a dit 2-3 fois et qui l'a vraiment... fait 2-3 fois. Et fait 2-3 fois, et qu'il le dit là, tu te dis, attends... Et tu prends un mec qui a des capacités, qui a des KO à son actif, qui a truc. Donc c'est là où c'est drôle et tu te dis, j'ai envie de voir. Tu vois. Mais si tu prends un mec qui est tout frêle, qui paye pas de mine, qui dit, ouais, je l'éteins, non. Et surtout, même si tu prends un combattant qui dit, tel je l'éteins, il perd. Au bout de 10 fois, tu dis, bon, vas-y. À force de crier au loup, tu crois exactement, on n'y croit plus.
Donc, ce qui fait que c'est drôle et que les gens kiffent, qui créent de l'engouement. Mais toi, tu crois en tout cas quand tu dis ça. C'est que tu penses que c'est possible et tout. C'est que je sais que je suis capable de le faire. Parce que je me rends pas compte, Conor McGregor, c'est une star, etc. Machin. Après, je me rends pas compte de la différence de niveau, tu vois, qu'il y a entre chacun. C'est plus vous qui le savez intérieurement, en fait. Quand tu regardes un combat. Et alors, avant de te faire un petit jeu là, quand tu vas combattre un mec, tu regardes les vidéos de ses combats pour voir là où il est fort, là où il est pas fort. C'est un vrai travail d'étude avant. Alors ça, en général, c'est la team qui le fait. C'est le coach qui le fait. Et comme moi, tu as compris, j'ai pas de coach. Je le fais, mais 30 secondes. Ah là, ça me gonfle. Alors moi, il y a un truc, je déteste regarder des vidéos de boxe, de combat, etc. Je regarde que les grands rendez-vous. Après, j'analyse. Parce que les grands rendez-vous, je sais qu'il va se passer quelque chose. Là, par exemple, le combat de Cyril qui a été en pleine nuit. Ah, je l'ai regardé. Ah, tu regardes ça? Ah oui, obligé. J'avais fait une prédiction, obligé de regarder ce qui se passe. T'avais prédit qu'il perdrait? J'avais prédit qu'il perdrait et qu'il se ferait étrangler. Et il a perdu, il s'est fait étrangler. Et t'aurais aimé qu'il gagne quand même? Bien sûr. Pour que la France, tu vois, moment, en tant que Français... C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Il faut pas qu'on me comprenne mal. Après, je sais que je m'adresse à des gens intelligents. Il y a des gens qui comprennent quand même, qui voient que c'est du trash talk, c'est une vérité, ce sont des vrais conseils, c'est une vraie analyse. C'est pas parce que je dis qu'il va perdre que j'ai envie qu'il perde. Je dis, Cyril, il représente la France. Je suis français, on veut que la France prenne cette ceinture, cette couronne de l'UFC quand même. On a un panel de combattants. C'est génial, quoi, bien sûr. On a des génies en combattant en France. On a un réservoir de talent en France, dans les sports en général, et encore plus dans les sports de combat. Et la France sera champion du monde à un moment, que ce soit avec moi ou avec Cyril. On est très fort en sport de base. On est très très bon. Dans tous les sports, on est vraiment. Donc moi, j'étais très déçu que Cyril perde sa ceinture, tu vois. Mais je l'avais prédit. Pourquoi? Parce que j'ai analysé. En fait, j'ai analysé les chiffres, etc., les manières dont ils combattent, et j'ai dit la vérité. Maintenant, si je suis le premier à être champion de l'UFC et je suis le premier à amener ça à la France, je suis content. Ouais, bien sûr, voilà. Je serai encore plus content. Il y a aussi cette compétition entre combattants. Mais c'est, comment dire, c'est cette compétition qui fait qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un relais. C'est comme un relais. Et est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec le trash talk? T'en parles là, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, à part dans la cité dont tu me parlais tout à l'heure, avec un tonton qui t'a aidé, tonton Pierre, t'as aidé à sortir de la merde et tout, ça t'est déjà arrivé d'avoir d'autres emmerdes avec ça ou pas vraiment? Non, ça a toujours été... J'avais noté, t'avais dit, quand tu dis Kamaru Usman, c'est de l'eau, je le bois et tout, tu sais. Tu vois, quand je dis Kamaru, c'est de l'eau, je le bois, etc. Bon, déjà, je le pense. En dehors de l'histoire à mots, j'ai eu quelques trucs, tu vois, des mecs que j'ai croisés. J'étais toujours accompagné, tu vois. En général, quand t'es accompagné, ça part, ça jacte, ça fait des trucs, mais il n'y a jamais rien, tu vois. Mais vraiment, en gros, je me suis jamais fait tabasser encore, tu vois. Et là, on fait le max pour que ça n'arrive pas, tu vois. Est-ce que tu disais, tu as parlé de la sœur de ton adversaire après un combat, là, Jimmy Gueno. Enfin, j'ai noté aussi, quand tu disais, je vous avais dit quoi, KO premier round, poteau, Tema, il me regarde depuis tout à l'heure, miskin. Tu cherches, mais ça fait partie de ton personnage, quoi, ouais, c'est ça. Et en plus, ça sort tout seul, tu vois, c'est spontané, ces trucs. Après, pour l'histoire de la sœur, en fait, ça a été un peu mal compris, ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours été respectueux. Tu vois, j'ai jamais parlé de la famille, et moi, je mets vraiment un point d'honneur à être respectueux. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivaient, que j'étais, sans prétention aucune, le modèle de beaucoup de jeunes, et même de mecs de mon âge, tu vois, et de moins jeunes. Et ça met tout de suite une responsabilité sur les épaules, tu vois. Tu te dis, attends, s'il y a des gens comme ça qui me prennent comme modèle, qui font ce que je fais, quand je dis acheter ça, ils achètent, quand je dis faites ceci, buvez telle chose, ils boivent. Tu vois, je me dis, non, j'ai quand même un rôle, tu vois. Et puis même pour les femmes et tout, tu en parlais tout à l'heure. Exactement, tu vois, et j'ai quand même un rôle à tenir. Et ça s'est fait naturellement. À la base, je suis pas vulgaire. À la base, je vais pas insulter ta mère, je vais pas insulter ta sœur, etc. Donc là, c'était mal compris. Là, quand je t'explique, tu te dis, ah, je comprends. En fait, sa sœur, c'est sa fan numéro 1. C'est-à-dire que quand il y a ce combat qui est annoncé contre Jimmy, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je mettais un truc, je disais, hey, Jimmy, je vais l'éteindre, je vais faire ceci, sa sœur a commenté direct. C'était la première. Non, mon frère, il va gagner, il va ceci. Mais bon enfant, tu vois. Mais elle aimait quand même pas mon trash talk, tu vois. Elle était toujours là à défendre son frère, tu vois. C'était sa fan numéro 1. Donc moi, quand je dis, sa sœur m'a envoyé un message. En fait, je suis en train de dire son fan numéro 1 m'a envoyé un message pour me dire ne mets pas KO. Je comprends mieux maintenant, tu vois. Mais les gens ont compris que sa sœur, oh, ta sœur. Ah oui, il se fait chauffer par la sœur. Là, tu vois. Alors que moi, je fais jamais ça, tu vois. Il n'y a pas de ta mère, ta sœur, il n'y a pas de famille, tu vois. Donc moi, quand je dis sa sœur, c'est juste parce que c'est son fan numéro 1. Tu vois, je dis son fan numéro 1. En gros, c'est comme si je disais son manager m'a envoyé un message pour me dire ne mets pas KO.
Voilà, c'est Ah oui, d'accord. Voilà, Putain, énorme. Est-ce que tu as vraiment peur de personne? Je voudrais qu'on fasse un truc. Ça s'appelle l'échelle de la peur. On fait l'échelle ici, souvent l'échelle de, et puis après on rajoute quelque chose. J'ai te filé un iPad. Il y a 10 lignes, tu vois, de 1 à 10. Il y a des photos. Je vais te dire ce que c'est. À chaque fois, tu les mets de 1 à 10. On va voir ton échelle. Après, on va l'afficher à l'écran pendant que tu parles. Ça va s'afficher sur une échelle de quoi t'as peur de 0 à 10. Okay. D'accord? Donc, on va commencer par Kamaru Usman, justement. Donc, combattant MMA, vous êtes en clash, etc., machin, t'as fait des vannes. Est-ce que tu le mets sur 1 ou sur 10, en sachant qu'évidemment, 10, c'est très peur, 1, c'est pas peur du tout. Voilà. Et 5, c'est la moyenne. L'échelle de la peur. Après, j'ai quand même... Parce qu'en vrai, si je me comporte en Cédric Doumbé, je mets 0 à tout. mais on va essayer. Il n'y a pas de case 0 sur les tirs comme ça. Mais on va être honnête quand même, parce qu'en tant que combattant, c'est parce que tu as peur justement d'un combattant que tu vas le respecter, parce que tu as peur que tu vas plus t'entraîner, et c'est parce que tu as peur que tu vas être efficace, tu vas être performant dans la cage contre lui. Donc Ousmane, je mets moi quand on dit je suis en face d'Ousmane, ceinture, enfin même pas ceinture, combat contre Ousmane, tout a prouvé, t'as parlé sur Twitter, tout le monde t'attend au tournant, les gens se lèvent à 5h du mat, ne fais pas une Cyril Gane. Ouais, non, c'est flippant quand même. Donc je vais mettre 6. Quand tu lui dis, c'est de l'eau, je le bois, il t'a répondu ou pas du coup? Ouais, il a répondu, il m'a dit, il me connaît très bien, tu vois. Il a dit, ouais, c'est qui? C'est un Français, c'est ça, ouais. Il combat en quoi? MMA, ouais. Il a combien de combats? 4, d'accord. Mais il combat contre les grosses stars, le top 10 des plus grands combattants au monde? Non? Ah, d'accord. Ah, des petites organisations françaises? Ah, d'accord. Tu vois, il a répondu comme ça, très bien, très subtil. Et il a dit... c'est fin. C'est fin. Il a dit, ah, je l'ai vu combattre je l'ai vu combattre en kickboxing. Ouais, c'est un bon combattant de kickboxing. Donc il me connaît très bien. Ouais, tu vois, ça. Il dit, mais bon, s'il me cherche, il sait où me trouver. Hein. Donc c'est un Camerounais en plus. Ah, c'est mon frère. Là, quand deux frères ont des problèmes, ils vont derrière la maison et ils se parlent. Donc s'il me cherche, il sait où me trouver. Et moi, je peux lui répondre. Je lui dis, je sais où te trouver. Je sais où te trouver et j'arrive. Donc attends-moi surtout, ne pars pas, prends pas ta retraite et attends-moi, j'arrive. T'as hâte de combattre? Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. C'est vrai? J'ai hâte parce que c'est là où je vais prouver au monde entier que, regardez, je vous l'ai dit. Et moi, le truc, c'est que les gens... T'as intérêt à gagner là, parce que là, ça peut vraiment te mettre sur un truc. Ah non, mais tu gagnes là. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime pas appeler ça du trash talk. Parce que le trash talk, c'est dans le vide. Voilà, c'est pour amuser. Ça, c'est que tu y crois vraiment. Moi, j'y crois. Tu vois, quand je te dis c'est de l'eau, j'exagère un peu. C'est de l'eau, ça veut dire c'est rien. Non, c'est pas rien. Oui. Sinon, je voudrais pas le combattre. C'est parce que c'est quelqu'un, justement. Mais quand je dis c'est de l'eau, je le bats. Tu vois ce que je veux dire? Je me connais et je le vois. J'ai vu plusieurs de ses combats, donc je le connais. Et je le bats. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu le respectes quand même. Quand bien tu sûr. dis, ah oui, c'est parce que je veux le battre que je le respecte, tu vois. Les serpents, est-ce que c'est de 1 à 10? Est-ce que tu as plus peur d'un serpent de Kamaru Usman ou... Bien sûr. Un serpent... Me dites pas qu'il y a il n'y a pas d'apnée, là. Non, un serpent, ça fait flipper. C'est pas Fort Boyard, il n'y a pas de serpent qui arrive et tout. Non, un serpent, je mets 10. Serpent 10? Non, ça fait flipper. Cyril Gane en a mis, tiens, justement. Cyril Gane... Ah, c'est chaud quand même. Hein. Parce que t'imagines, Cyril Gane, tu le croises dans une ruelle sombre, il vient, il te fait un cœur. C'est chaud, gros. Non, tu vois, c'est... Non, c'est flippant, gros. Il n'y a pas 11. Non, je regarde. Non, Cyril, c'est un bon gamin, tu vois. Allez, sérieusement, Cyril, j'aime beaucoup Cyril. Tu vois, il est très talentueux. C'est le seul poids lourd qui combat comme un léger. Tu vois, il a des capacités fulgurantes. Il bouge comme un léger. Il a un coup d'œil. Il a des jambes. Tu sais, il est vraiment... Tu as l'impression de voir un léger. Et c'est un poids lourd. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est parmi les top 5 de l'UFC. Donc il est très bon, tu vois. Maintenant, moi, j'avais dit qu'il était surcoté dans le sens où c'est parce qu'en poids lourd, il n'y a pas beaucoup de combattants. Et encore, il n'y a pas beaucoup de combattants bons. Donc c'est pour ça qu'il est allé vite à la ceinture, tu vois. Donc oui, il est bon, mais attention, c'est pas une légende. Oui, c'est pas une légende. Voilà. Mais il va le devenir. Et je lui souhaite. Pour la France et pour lui aussi. Moi, je trouve qu'il est déjà devenu un peu légendaire dans le sens, c'était le premier, tu vois. C'est le porte-drapeau du MMA français. On va le dire clairement, tu vois. Moi, je le suis pas encore. J'ambitionne de le devenir. Et je sais qu'au fond de moi, je le suis. C'est juste que je l'ai pas prouvé aux gens encore. Ils m'ont pas encore vu devant un Kamaru Usman. Alors lui, on l'a vu devant les tops de l'UFC. Donc moi, j'ai juste à le prouver. Mais c'est le porte-drapeau du MMA en France. Et je respecte. Non, j'ai pas peur de lui. Ça reste un combattant redoutable. Je vais mettre un 1. On a mis Marine Le Pen. Marine, t'es mal go. Hein. Marine, je t'aime bien. Bon, maintenant j'ai les papiers, donc je peux dire ce que je veux, mais
Non, Marine, j'ai pas vraiment peur d'elle. Non, Marine, on va mettre un 1. Un 1, très bien, en bas. Conor McGregor, en vérité. Conor McGregor. Alors, juste pour l'info, moi, je suis entraîné et je continue même régulièrement d'aller au SBG, qui est le club où a été formé Conor McGregor, où s'entraîne toujours Conor McGregor. Et tu sais, j'ai tourné contre des mecs. Tourné, c'est-à-dire j'ai fait des petits combats à l'entraînement, tu vois, donc pas en conditions réelles, contre des mecs en lutte, en jiu-jitsu brésilien, donc au sol, hein, cette phase un peu qui est la phase de prédilection du MMA. Et il y avait un mec très très bon. Et je me dis, ah ouais, lui c'est le meilleur de la salle, c'est pas possible. Et les mecs ils me disent, mais Conor il le bat lui au sol. Je dis non. Il dit si, Conor c'est pas un boxeur. Conor c'est un mec du sol. Sauf qu'en combat, on le voit éteindre des mecs KO, que des points. Du coup, on se dit, mais non, son domaine de prédilection, c'est le sol. Non, dans cette salle-là, je suis allé, ils sont très nuls en kickboxing. Ils sont très, très forts au sol. Donc, Conor, il est très dangereux au sol. Donc, on le voit comme ça, on se sous-estime. Faut pas tomber, quoi. Non, il faut pas aller au sol avec lui. Il est très, très dangereux. Donc, Conor, je l'ai beaucoup sous-estimé, notamment au début, quand je disais que je l'éteignais facile, etc. Non, pas facile. Pas facile, Conor. Maintenant, le Conor d'avant n'est pas le Conor d'aujourd'hui. Tu sais, quand t'as 1 milliard dans les poches, c'est plus pareil, tu vois, tu t'entraînes plus pareil, tu passes ton temps à faire le beau gosse. Donc Conor, je mettrais un 5, juste en dessous doucement. Ah, la moyenne, ouais, ok. Ouais, un 5. Les gens qui parlent trop près de toi, les gens qui parlent très très proche de ton visage, ça me fait vraiment flipper, tu vois. C'est pour ça que j'ai vraiment, tu vois, avant de devenir la légende, j'ai dit mettez une table. Mettez une table et 2 verres. C'est un vrai truc où j'ai du mal aussi, moi, les gens qui sont très très proches. Et tu sens le vent de leur bouche, tu sais, sur ta joue. On a tous été traumatisés par ce prof d'espagnol. Tu viens? Venga, a ver, si, c'est Enrique. Si, claro que si. Il vient à côté de toi, il te parle, il t'explique un truc, tu dis c'est bon, j'ai compris, monsieur. Tu vois? Et. Il rentre dans ta bulle, c'est d'intimité. Je déteste ça. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai un pote comme ça dont je ne citerai pas le nom, tu vois? Mathieu, et en fait, quand il vient comme ça et qu'il te parle, pourtant, tu sais, parfois, bon, c'est mon pote, donc je peux lui dire, hey, frère, vas-y, recule un peu. Mais quand il me parle, je sens quand même l'air qui arrive comme ça. Mais comment il fait? En fait, il vise mon nez. C'est un truc de fou. Il est un peu loin quand même, mais tu sens l'air sur ton nez. C'est-à-dire, et là, je te parle pas de la mauvaise haleine, ça, c'est un cran au-dessus. Tu vois, là, je te parle du mec, il a juste une haleine. Mais tu sens que ça, oui, c'est désagréable, tu vois. Ouais, tu sais pas s'il y a des microbes et tout. Non, les mecs qui parlent trop près, c'est infernal. Une fois, il y a très longtemps, quand j'allais en boîte de nuit, je n'y vais plus. Le mec, il justifie. Non, je n'y vais plus. En boîte de nuit, des mecs qui te parlent trop près. Ouais. Et au bout d'un moment, cette scène. Quand t'es en boîte et que tu sens du mouillé. Au bout d'un moment. Dans l'oreille et tout. Ça restera à vie. Tu vois, il y a un pote, il me prenait en vidéo. Le mec, il me parlait. Ouais, là, moi aussi, j'ai fait de la boxe. Ouais, là, la vie de ma mère, j'ai fait de la boxe. Ouais, j'ai fait de l'anglais. Il me parlait et moi, j'étais comme ça. Ouais. Et elle restera, celle-là, et mon pote, il était mort. Il parlait à ton crâne. Il parlait à mon crâne. Mais il se rendait pas compte. Et lui, il parlait, il était beau. Et moi, j'étais comme ça. J'étais ouais. Et vraiment, pour lui dire, frère, tu vois pas que t'es. Il y a des gens, ils se rendent pas compte tu sais, qui te dérangent. Non, ils se rendent pas compte. Ils ont pas ce truc, ce chromosome-là, ça marche pas. Et moi, parce que je vis ça et que je suis victime de ça, je fais hyper attention à mon haleine. Ça, je mettrais un bon 10. De quoi, les gens qui parlent trop de toi? Ouais, Philippe, non. Les choses paranormales, les esprits, les trucs comme ça, est-ce que c'est un vrai truc dont toi, t'as peur? Ouais, ça existe. Alors moi, il faut savoir, c'est que ça fait 3 ans que je suis musulman. Tu vois, je suis récemment converti à l'islam. Donc, en islam, on le sait, c'est une réalité, tu vois. Le monde de l'invisible, on y croit. C'est une réalité, donc ça fait flipper, tu vois. Après, quand t'es un bon musulman, tu fais bien les choses, tu crains pas ces choses-là. On va dire, t'es protégé par Dieu. Mais ça existe. Mais ça fait peur quand même. Ah ouais, ça fait peur. Parce que c'est une réalité. Donc forcément, tu y crois. Tu vois, maintenant, on parle pas des poupées qui marchent toutes seules, des trucs comme ça, non. On parle d'autres choses. Mais oui, ça existe. Des djinns et tous ces trucs-là. Exactement, des djinns, des mauvais œils, etc. Ça existe. Ouais. Donc ça fait vraiment flipper. Donc, mais ça, en Afrique aussi, ils y croient beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de croyances, même pas forcément musulmans, mais il y a plein de croyances sur les esprits un peu partout, sur la magie, la magie noire. La magie noire, qui existe, la magie noire, ça existe. Et il y en a qui pratiquent ça vraiment exactement. Dans plein de villages, quoi. Ce qui est même le plus grand péché en islam. Tu vois. Je crois que c'est très déconseillé de le faire, non, c'est ça? C'est interdit, fortement interdit de faire la magie noire. Parce que c'est un peu jouer avec les esprits et du coup, ça se retourne contre toi, c'est ça, non? En fait, le principe, c'est en islam, on n'invoque que Allah, on n'invoque que Dieu. Et le fait de faire de la magie noire, ça oblige à invoquer autre qu'Allah.
Du coup, c'est le plus grand des péchés, tu vois. Invoquer autre qu'Allah, donc invoquer les esprits, etc. Invoquer autre chose. Et c'est ça qui est un annulatif de l'islam, donc c'est pour ça que c'est un très grave péché. Ah putain. Mais c'est très répandu, hein. Des fois, tu te dis, mais comment les gens, ils savent que c'est un péché qui annule l'islam, mais ils le font quand même. Et à ce principe, téléphoner au volant, c'est interdit. Il y a combien de personnes qui le font? Qui le font, ouais, c'est incroyable. Donc ça, je mettrais 10 quand même, parce que je le prends très au sérieux, tu vois. Tony Yoka, pour finir. Tony Yoka, on a cité des noms un peu, Tony Yoka, non, Tony, pareil. Tu vois, Tony, c'est le même principe que Cyril Gane. Tu vois, de métis, beau gosse, tu vois, un peu fragile. Non, je plaisante. Non, non, je plaisante. Non, Tony, c'est le même principe. Porte-drapeau de la France, de la boxe en France, tu vois, on va pas le renier. Hyper talentueux, champion olympique avec son épouse. Ils ont accompli un exploit du jamais vu dans l'histoire de la boxe en France, olympique. Certes, ça reste amateur, mais c'est un exploit quand même, hein. Et il a fait ses classes. Moi aussi, j'ai été amateur, même si j'ai pas eu de titre en amateur. Donc, gros respect à sa carrière. Aujourd'hui, il veut être champion du monde en pro, ce que je lui souhaite pour la France et pour lui aussi, pour sa famille, pour son héritage. Pour être honnête, j'y crois pas. Aujourd'hui, quand je vois des Tyson Fury, des Deontay Wilder, même des Andy Ruiz, tu vois ce que je veux dire? Avec ce qu'il a montré aujourd'hui. Maintenant, je lui souhaite et avec le temps, il ne peut que s'améliorer. Ouais, donc Tony Yoka, gros respect à sa carrière, mais c'est le même profil que Cyril Gane, tu vois. Gros respect, maintenant surcoté un peu, mais maintenant avec les défaites, les gens ont compris. Maintenant, il a sa juste place et je lui souhaite d'être champion pour la France, donc je le mettrais pareil à côté de Cyril Gane, 1. Et le vide? Le vide... La peur du vide. Ouais, ça c'est une phobie, ça. Ça, c'est ta vraie phobie. Ouais, ça, c'est un vrai truc dont t'as peur aussi. Ça, genre vraiment flipper, le vide... le vide et les serpents, c'est pas ta cam, quoi. Non. Fais pas Fort Boyard, vraiment, fais pas les deux. Là, ils peuvent te mettre les deux en même temps. Tu sautes avec des serpents. Après, quand il y a la compétition, ça se joue, tu vois. Ah, c'est vrai? Ah ouais, et ça peut être très drôle. Ça peut dépasser les phobies? Ah, ça peut être très très drôle, hein. Demain, moi, Cédric Doumbé, Fort Boyard, ça peut être très très drôle. Serpents, insectes, tout ça, tout ce que je déteste, tu vois. Le vide, ça peut être très marrant. Non, le vide, quand je regardais à l'époque Fear Factor, je me tapais des trucs de fou. Je me disais, même l'eau, tu vois. Je peux te faire Fort Boyard sans problème, hein. C'est vrai? Ah ouais, si tu veux. Moi, je suis chaud. Je l'ai fait 5 fois, vraiment, je les connais tous. Ah ouais. Ah, je suis chaud. Je mettrai à 10 le vide. Tu vas regretter très vite. Tu mettras à 10. Ouais. Merci beaucoup pour la tier list. Sur l'échelle de la peur, on a regardé un petit peu les buzz qu'il y avait en ce moment. Il y a eu une polémique par rapport aux combattants trans, tu sais, des hommes devenus femmes, Lady notamment Boy, là, ouais. Alana McLaughlin, je crois qu'on dit comme ça, qui a écrasé son adversaire Céline Provo en 3 minutes. Je sais pas si t'as vu. Est-ce que tu regardes les matchs un peu de femmes aussi, en boxe, en MMA, ou pas du tout, ou de trans, etc. Si je regarde pas les combattants, les combattants hommes, frère, c'est pas les combattants trans que je vais regarder. Non, je regarde pas les combats. Non, parce que c'est vrai que dans plein de sports, il y a ça, et ça crée des débats en ce moment sur Internet, parce que est-ce qu'il a quand même la carrure, elle a la carrure d'un homme, parce que c'était un homme avant, et du coup, c'est très déséquilibré par rapport à des combattantes femmes, tu vois, qui arrivent, quoi. C'était assez intéressant, je me suis dit que je te le demanderais pour avoir ton avis, tu vois, là-dessus. Mais si tu regardes pas, ça sert à rien. Non, je regarde pas. Après, tu sais, comment dire, c'est pas tout le monde qui se prétend médecin qui est médecin. C'est pas tout le monde qui se prétend astronaute qui est astronaute. C'est pas tout le monde qui se prétend champion du monde qui est champion du monde. Et c'est pas tout le monde qui se prétend homme qui est homme. Comme c'est pas tout le monde qui se prétend femme qui est femme. Maintenant, on peut respecter. D'ailleurs, si aujourd'hui tu me dis je suis une femme, je dis très bien. Si tu te sens femme, je vais pas te dire non. T'as le droit de te sentir femme. Voilà. Si tu me dis je suis une femme, vraiment, je dirais bon, je ne pense pas. Tu vois, parce que ce qui définit un homme et une femme, c'est dans des chromosomes, etc. Voilà. Je ne pense pas. Maintenant, si tu te sens femme, je respecte ça. Et non, les combats de transgenre ou transsexuel, j'ai pas. T'as jamais vu? Non, j'ai jamais vu. Mais ça me dérangerait pas de combattre un transgenre. Même de trash talker. Non, mais en plus, j'ai beaucoup de choses à dire. Il y aurait de la matière à trash talker. Non, mais ça ne me dérangerait pas de combattre. Pourquoi pas, s'il faut mettre des KO. Moi, je suis toujours dispo. Tu m'appelles quand tu veux. Il est fou. Non, mais c'est en tout cas, et par contre, moins drôle et tout, t'es engagé contre la violence envers les femmes. Ça, c'est un vrai truc pour toi et tout. T'as tourné dans un spot vidéo et c'est du fait que t'as été élevé par des femmes aussi. Tu disais avec ta grand-mère, ta maman, etc. Ça vient de là? Bah, je pense. Hein, j'ai réfléchi après. Je me suis dit pourquoi ça me touche autant, tu vois, mais vraiment autant. Et je me suis dit c'est peut-être dû à ça. Hein. C'est peut-être parce que j'ai été entouré de femmes dans ma jeunesse et du coup, j'ai tu vois,
ne serait-ce qu'une scène, tu vois, ça m'arrive de regarder un film et il y a une scène où le mec il va frapper sa femme, il va mettre une gifle. Je peux pas regarder ça, tu vois. Je sais que c'est joué et tout, j'arrive pas, tu vois. Ouais, ça te met mal à l'aise. Ouais, ça me met vraiment mal à l'aise. Et du coup, c'est une cause qui me touchait, comme la cause des enfants aussi. Et je me suis dit, il faut vraiment que... Toi, j'ai ce pouvoir médiatique, j'ai cette notoriété, il faut qu'elle serve aussi dans ce sens-là. Et hier encore, j'en parlais à mon manager, je lui ai dit, il faut qu'on relance. Faut qu'on relance, tu vois, parce que le principe de s'engager 3 semaines... Oui. Voilà, quand il y a une caméra. Voilà. Non, et du coup, hier, on en parlait, il faut qu'on relance quelque chose. Un autre spot ou des actions avec la Maison des Femmes à Saint-Denis ou même partout en France. Et quand tu dis s'engager pour les enfants, c'est-à-dire quoi pour les assos qui prennent soin des... C'est ça, des enfants, soit des orphelins, soit des enfants malades, tu vois, des enfants dans le besoin. C'est parce que la cause des enfants aussi, elle me touche, tu vois. Eh ben, fait Fort Boyard pour une assoce pour les enfants malades, c'est ce que j'ai fait. Exactement. Tu rapportes un peu d'argent à chaque fois, tu vois. Non, mais c'est vrai. On aide un peu avec l'image, ce qu'on peut, tu vois. C'est ça. Et là, maintenant, t'as lancé ta chaîne YouTube. T'as déjà 150 000 abonnés. Qu'est-ce que t'as envie de faire après? Ce serait quoi la suite? Tu disais que parfois, tu te demandes si c'est ton dernier combat, mais au-delà de la boxe, du MMA, etc., est-ce que t'as d'autres envies? Tu vois, du cinéma, j'en sais rien, je tape très large, une série... Un film, qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre? Alors ça, c'est une grosse question parce que on me la pose à chaque fois dans ma team. Hein. On me dit, ouais, t'as pensé un peu... Je prépare à l'après-carrière déjà, mais vraiment, ce qui me fait vibrer, c'est apprendre. Ensuite, c'est jouer, c'est donner aux gens, tu vois. Je donne, quand je suis dans la cage, je donne du spectacle, je donne du plaisir, je donne de l'adrénaline, des sensations au public. Et demain, c'est encore ce que j'ai envie de faire aujourd'hui avec ma chaîne YouTube que j'ai créée, qui a fait ça en termes de boom d'abonnés. Et je donne, tu vois. Et parfois, je fais des trucs vraiment très simples, hein. iPhone posé, fond vert. Et les gens kiffent, ils disent, oh, c'est trop court. Et là, je me dis, il y a un truc à faire, en fait, quand je parle, je captive et les gens aiment ce que je raconte et comment je le raconte, tu vois. Donc, je pense que ce sera un truc autour de ça, tu vois. Une émission, un truc comme ça, peut-être ouais, après, ce sera un truc autour de ça, une émission où je vais raconter des vraies choses, où je vais vraiment apporter aux gens. Maintenant, dans quel domaine, je sais pas. Pour terminer, est-ce que tu regardes les commentaires sous les vidéos? Est-ce que tu regardes un peu les messages? Tu vois, on disait tout à l'heure des haters et tout. Il y a des gens la plupart des gens d'ailleurs ont été au moins vexés une fois par un message, machin. Est-ce que toi, ça t'arrive de regarder toujours? Alors, en début de carrière, ouais, j'étais énormément vexé parfois par les messages, je prenais personnellement. Ensuite, avec le temps, avec l'intelligence, je me suis dit, mais gros, c'est normal qu'ils pensent ça. Regarde ce que tu dis. Mais moi, je sais que je plaisante. Moi, je sais que c'est bon enfant, que c'est pas sérieux, c'est pas un manque de respect. Mais les gens, extérieurement, n'en ont pas forcément conscience. Enfin, tout le monde n'est pas illuminé tu vois, par l'intelligence d'esprit. Tout le monde n'a pas forcément ce recul de se dire non, mais c'est du trash talk, c'est à l'américaine, ils ne pensent pas vraiment, c'est juste de la confiance, etc. Donc forcément, après, avec le temps, je me suis dit, mais c'est normal qu'ils pensent ça. Et parfois, quand je passe 5 minutes avec quelqu'un ou 10 minutes, je dis, mais en fait, t'es normal. Et moi, j'atterris, je me dis, ah oui, mais c'est normal, en fait. Je comprends pourquoi il se dit ça, parce qu'il voit que, à chaque fois qu'il voit une apparition d'Eric Doumbé, je suis le meilleur, je l'éteins, oui, tac, cœur, truc. Il dit, ouais, mais il fait que clasher les gens et tout, c'est le meilleur, il a la tête comme ça, ce mec-là. Et quand il me voit, il me dit, finalement, t'es calme, hey, t'es normal. Tu vois, la dernière fois, j'étais dans un taxi, il dit, hey, t'es pas trop bas, t'es calme quand même, toi, en vrai. Je dis, ouais, je suis normal, en fait, tu vois. Et en fait, ouais, au début, ça me vexait, mais maintenant, plus maintenant, tu vois. Maintenant, ça me vexe plus. Ça m'arrive de lire, je souris. Et comment je me calme, parce que des fois, ça monte, tu vois, j'ai envie de répondre. Et comment je me calme, je me dis, non, mais gros, ils commentent. Ceux qui t'aiment commentent, ceux qui t'aiment pas commentent. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bien sûr. C'est qu'il a passé du temps à te regarder, à prendre le temps d'écrire, tu vois. Qu'est-ce que tu veux de plus? On a fait avec Maës l'autre fois, c'était très marrant. Il est venu ici, on a lu les messages que les auteurs ont sélectionnés sous les vidéos. On en a pris quelques-uns de toi. Est-ce que tu veux t'amuser à les lire avec nous à voix haute? Et si tu as un truc à répondre, sinon on passe. Mais en tout cas, comme ça, tu vois un peu ce qu'il dit. Vraiment, ils ont pris des vrais haters. Et c'est que des vrais messages. Hein. Ah ouais, il n'y a pas de fake et tout. C'est vraiment. Tu vois, on a même laissé les noms, on les floutera à l'image et tout, pour pas, voilà, de problème. Mais... Alors, tu parles trop. J'espère que t'assumeras quand tu te feras déboîter. Parce que là, à tweeter comme une influenceuse, ah ouais, un vrai pour avoir un peu de lumière, c'est pas top. Ce genre de mec-là, t'as jamais répondu à des commentaires en off, non? Ça c'est... Si, ça m'a déjà arrivé une fois. Ah ouais? Non, une ou deux fois, ouais. Très rare. Parfois, j'étais très remonté. Je dis, frère, s'il te plaît, viens me faire fermer ma bouche. Des fois, je dis, s'il te plaît, dis-moi où t'es, viens, tu me fais fermer ma bouche.
Et à chaque fois, ce sont des réponses. Ah, je rigole, frérot, tu vois, y a pas de galère. Moi, je suis fan de toi. Non, ça, c'est le champ lexical de tous les commentaires, tous les haters, c'est ça. Tu bats même pas un top 10, t'es fait emmener au sol par un plombier polonais. Ousmane, t'es fait du sale. Tu vois, lui, par exemple, tu vois, Dalil, il sait même pas analyser un combat. Il m'a pas amené au sol, tu vois. Une amenée au sol n'est comptabilisée que quand le mec te garde au sol. Si tu te fais tomber, tu trébuches, boum, tu te relèves, c'est pas une amenée au sol. Donc lui, il faut qu'il revoie les bases. Et puis, tu vois, ça, ce genre de commentaires, ça me motive à m'entraîner aussi, tu vois. Donc, il y a l'UFC qui a mis ta photo en profil, là. Ils ont fait ton profil sur Internet. C'est parce que tu veux... Il y a quelque chose... Non, c'est parce que j'ai signé à l'UFC, à la base de base. Et donc, comme j'ai expliqué, j'ai signé à l'UFC. Après, il y a eu ce problème médical qui n'était même pas un vrai problème, parce que c'était une erreur médicale qui fait que j'ai pas pu combattre en septembre, malheureusement, à Paris, à Bercy. Non, ouais, c'est ça, à Bercy. Et maintenant, sont arrivés sur la table d'autres organisations. Du coup, je suis en pourparlers avec plusieurs organisations. Et ce qui fait que... Et là, on va me dire, oui, mais t'as signé avec l'UFC. Oui, mais tant que j'ai pas combattu mon premier combat, on va dire, le contrat, il prend pas effet, en fait. Ah oui, d'accord. Il n'a pas... Ok. On dirait Benoît Père. Ah oui. Beaucoup de paroles, mais aucun résultat probant. Des athlètes moyens qui recherchent la visibilité grâce au... Alors, tu sais, il y a cette... Moi, je les appelle les footix. Tu vois, on parlait de ma carrière en kickboxing. 11 fois champion du monde de kickboxing. Sauf que quand le MMA est arrivé, il y a ces gens-là qui sont nés, qui sont arrivés, wow, MMA, boum, Cyril Gane. Ils connaissent pas ta carrière d'avant. Exactement. Ah, Conor McGregor. Mais c'est qui lui? Je vous avais dit quoi, KO au premier round, mais il a qu'un combat. C'était mon premier combat à MMA. Mais il a qu'un combat, mais pourquoi il parle? En fait, c'est le même phénomène qui se passe dans mes débuts en kickboxing. Des mecs qui croient pas en moi, qui m'insultent. Et au final, quand je vais prouver, moi, je t'ai toujours suivi, mon frère. Ah, c'est ça. Donc ça, limite, t'as vu, je les en veux pas, tu vois. Moi, je les appelle les prostituées à clic. Et big up à Benoît Père. Pourquoi il n'est pas à l'UFC en vrai? C'est qu'il pue la merde. Non, lui, c'est un ignorant, j'en veux pas. C'est pas, il a pas suivi, tu vois, les trucs. Non, je t'aime bien, mais là, t'abuses, MDR Hamza, désolé, mais il va t'éteindre. Si ça doit arriver, reste sur Ousmane et Edouard, c'est mieux. Ça, c'est gentil. Ça, c'est gentil, voilà. Ça va, c'est ça, c'est un mec, voilà. Ça pique, mais c'est sympa, quoi. C'est un mec, il sait pas, tu vois, il connaît pas la puissance de frappe de Céric Doumbé. Arrête de faire le clown. T'es juste surcoté par les médias français. Surcoté, il utilise ce mot avec moi. Oh, incroyable. On verra bien si tu fais toujours la gueule quand tu combattras les top combattants. Bon, lui, voilà, un petit rendez-vous donné, voilà. Mais tu sais que ça m'est arrivé des fois de faire comme vous, capture d'écran, avant le combat. J'ai dit, oh, lui, je vais lui répondre après le combat. C'est vrai? Je gagne le combat, le soir même. Le truc? Ah non, le soir même. Je lui dis, alors, tu disais quoi? Non, mais en fait, c'est bien, voilà, t'as dominé, voilà, après, reste. Et finalement, ce que je ressentais, la vengeance que j'avais, elle est nulle. Ah, tu l'as gardée? Ouais, je l'ai gardée, j'ai répondu comme ça. C'est marrant de penser à screener pour répondre ça fait longtemps. C'est marrant. Et finalement, les réponses, elles étaient tellement nulles que je me suis dit, en fait, ça vaut pas le coup. Ils auront toujours un truc à dire. Ou alors des mecs qui vont dire, ouais, mais t'as eu de la chance parce que là, il était pas en forme. Oh, laisse tomber, en fait, ça sert à rien quoi que je fasse, tu vois. Oui. Tu te rends vite compte que ça sert à rien. Ferme un peu ta bouche. Le McGregor de Yaoundé. T'es drôle 10 minutes. Baléo, enterre-toi. Ah, il y en a qui sont violents quand même. C'est très violent. Il y en a qui sont violents, tu vois. Là, ça nous fait rire parce qu'on prend au 3e degré et tout, mais tu te dis. Toi, lui, par exemple, j'ai envie de le retrouver, de l'éteindre. Non, vraiment. D'ailleurs, vous m'enverrez cette. Allez, yep. Il y en a un avec une photo, là. Tu sais. Si un jour tu as l'opportunité d'accéder à l'UFC, ce que je te souhaite, hein, viendras-tu avec les pieds? Alors, il faut que je me justifie combien de temps. Viendras-tu avec tes pieds dans le même état? Combien de temps faudra-t-il que je me justifie? Alors, je vais expliquer. La bâche glisse à chaque fois. Moi, t'as vu, avec 80 combats en kickboxing, la bâche glisse. Et des fois, j'ai galéré dans des combats. Surtout quand tu transpires au bout d'un moment, j'imagine. Même pas, quand c'est trop sec, en fait. Ah oui? Tu vois, moi, j'ai les pieds secs. Non, c'est pas ça, mais à force de transpirer, j'imagine, ça tombe. Non, ça glisse quand ça mouille, voilà. Mais c'est même pas ça, moi. Moi, c'est que j'ai les pieds secs et la bâche, quand elle est sèche, ça glisse. Moi, je suis pas stable, en fait. Et du coup, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de la colle textile en spray. C'est de la colle pour textile que je mets sous les pieds. Pour agripper. Juste avant le combat, comme ça, mes pieds agrippent à la bâche et je ne glisse pas. Putain, sauf que c'est ce qui fait le côté un peu sale. Exactement. Sauf que pendant mon entrée, c'est-à-dire de derrière le rideau à la cage,
bah, je marche pieds nus. Ouais, c'est crade. Et j'ai déjà mis la colle. Et du coup, je ramasse beaucoup de choses. Et là, c'est marrant, tu l'avais jamais dit ça, la colle à... Ah non, mais là, j'étais obligé. Quand j'ai vu ça sur Twitter, j'étais obligé de faire des démentis, tu vois. Et il y en a un, il m'a dit, il est venu au Zénith de la Villette à Yep. J'étais mort. Et il est venu au Zénith à pied. Et il y en a un, celui-là, c'était le plus... Il faut le comprendre, il est subtil. C'était le plus drôle. Tu sais, j'ai mis Ousmane, je t'éteins et tout. Il y en a un, il m'a dit, franchement, Ousmane, terrible, il n'y a pas de souci. Mais explique-nous ça d'abord. Et j'étais mort de rire. Tu peux aller ça, c'est drôle, ça fait rire, ça. Non, ça va. Ça, c'est sympa. Ils te charrient sur des vrais... Comme des potes pourraient te charrier. Exactement. Et moi, je suis comme ça. Ouais, c'est ça, donc, je peux pas me vexer s'il y a des trucs comme ça. Par contre, je me dis, quand même, si t'es fragile psychologiquement, émotionnellement, Twitter, c'est chaud. Ah ouais, Twitter, il y a des moments, c'est chaud. Très, très chaud. Je suis d'accord. Et je crois que la dernière, c'est une petite vidéo, non? Tony Yoka et Cyril Gann, quand ils m'ont retrouvé sur Twitter. Tu sais que c'est vraiment ça, en plus. Tu sais, je les vois comme des trucs Dragon Ball Z, ils vont se checker. Et on dit, viens. Non, mais il y en a quand même des drôles, quoi. Mais bon, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Content de t'avoir rencontré là. Merci pour on a passé un bon moment et tout. C'était cool. Et mettez-nous des commentaires, mais des sympas cette fois. Ouais. En dessous de la vidéo, les gars, allez-y si vous voulez mettre des commentaires, des petits pouces, si vous voulez liker, vous abonner à nos chaînes sur Légende, à nos comptes et tout, au compte de Cédric. Toi, t'es partout aussi, t'es sur Insta. Ouais, je suis sur Insta, sur Twitter. Sur YouTube maintenant. YouTube maintenant. Vous mettez le lien en cliquable de la chaîne YouTube de Cédric si vous voulez vous abonner comme ça à sa chaîne et tout. S'il fait des émissions plus tard, vous serez déjà abonné comme ça. C'est ça. Et c'était trop cool, mec. Content de t'avoir rencontré. Merci beaucoup. Merci d'être venu encore. Avec plaisir.